Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. La saison dernière, on n'en avait pas fait assez. Cette saison, on reprend les podcasts sur Sens avec les experts, les membres du Cube, réservés aux fans absolus, aux exégètes de Sens. J'ai nommé Jérôme S de Poitiers, bien entendu. Ouais. On rappelle Jérôme S, donc, qui est le diffuseur des podcasts qui s'appelle Les Rôlistes dans la cave. Donc il a un podcast consacré à Sens où il fait parler les joueurs de sa table. Le podcast de haute volée, assurément. Assurément. Vous testez aussi des jeux. On a testé Raowa et j'envisage de tester Violence, Sexe, Caca bientôt pour la saison prochaine. Ce sera le podcast unique de la saison 2018-2019 et voilà. Et oui, parce que c'est que du bon, hein, quoi. Le very top of the podcast, quoi. C'est pas comme la cellule qui fait un podcast par semaine. Non, c'est un bon super podcast. C'est un bon super podcast par an. Voilà. C'est la quintessence du podcast avec Fabien Ilvain. Fabien, c'est bonjour. Mais moi, je fais pas partie du Cube. Tu fais pas partie du Cube, c'est vrai. Je suis juste là. Auditeur libre. Voilà, c'est ça. Voilà. En tant que bon connaisseur de Sens également, en tant que relecteur de Sens, voilà, on connaît Fabien, auteur de Sphinx, de Monostatos, de La Saveur du Ciel, et actuellement sur d'autres projets qui sortiront dans peut-être... on en parlera dans d'autres podcasts. Mais ce sera le sujet d'autres podcasts. Nous sommes également avec Vincent M. Vincent Maviel, ça va la pêche ? Bonjour. Alors, Vincent, gros fan de Sens. J'ai maigri, d'accord. Tu es aussi... T'es con, putain. Et tu as aussi cette particularité pour moi d'appartenir à l'ordre de la franc-maçonnerie. Tu nous en avais parlé au cours de la saison dernière. Et d'y voir aussi des liens avec Sens et compagnie. Donc c'est toujours très intéressant. C'était pas il y a déjà 2 saisons maintenant. Peut-être. Une précédente saison. Pour moi, en fait, tout ça, c'est un continuum. En fait, j'ai du mal encore à diviser ma vie en saisons. Tu m'en veux pas, Jérôme ? D'accord. Et du coup, c'est quand qu'il sort Sens Néant parce que... Pour Sens, la temporalité est quelque chose qu'il ne comprend pas. Exactement, je suis en dehors du monde. Alors cette voix là que vous entendez, c'est celle de Garrick. Garrick, ça va la pêche ? Attends, on n'a pas eu l'occasion. La forme. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de t'entendre sur la cellule pour le moment, mais tu es un playtester de l'extrême de Vademecum, amateur de Sens, créateur, auteur de Complot aussi, qui est un jeu qui est actuellement en playtest. Et oui. Et donc tu fréquentes la cellule, même si on n'a pas eu l'occasion de t'entendre dans les micros, tu fréquentes la cellule depuis au moins 1 ou 2 saisons, Jérôme me corrigera. Nous sommes également avec François Néron, ça va la pêche ? Ça va, tout va bien. Donc toi, gros amateur de Sens, tu vois, rien à voir avec parce que lui il est tout maigre pour le coup. Attends, tu as dit François comment ? François Néron. Néron. Ah, je comprends mieux pourquoi t'es fan de Classe 6. Salaud. C'est ton pseudo, il me semble. Non, mais en réalité, c'est parce qu'il a toujours rêvé de défoncer la gueule au chef du podcast. Parce que comme ça, Néron défonce Rome, détruit Rome. Oh la vache, vous venez de faire saturer le micro en forme aujourd'hui. J'avais pas prévu ça. Donc voilà, playtester aussi de l'extrême sur Sens et sur Vademecum. Et tu es aussi comme Garrick, Vincent et Jérôme, membres de ce lieu secret qu'est le Cube sur Facebook. Ce que tu appelles les 4 fantastiques. Alors, j'aimerais bien, je les appelle entre nous. Mêle-nous la musique des 4 fantastiques, le Romaric. Avec la magie du montage. La magie du montage. Le montage. Mais comment ça, ils sont montés les podcasts ? Eh oui. Au boulot. Donc, pourquoi je vous appelle les 4 fantastiques ? Parce que à l'origine, j'avais fait des premiers podcasts sur Sens avec ces 4-là, la réflexion, et puis surtout, là, parce que un jour, je les ai invités pour faire du Vademecum, et puis du coup, il y a besoin de 4 joueurs. Donc, les 4 fantastiques, exactement. Alors, je veux bien, mais c'est moi la femme invisible. Ça marche. Écoute. C'est moi, Dr Doom. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez. J'aimerais bien que vous nous racontiez déjà, c'est quoi le Cube sur Facebook ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Jérôme, c'est toi le fondateur du groupe. Ça s'appelait pas le Cube d'ailleurs à l'origine. Alors, à l'origine, non, c'était juste une conversation Facebook groupée, comme il y en a probablement une grosse myriade. C'est une conversation privée, donc ça sert à rien d'inviter les auditeurs à s'y rendre ou... Ah oui, surtout s'ils me connaissent pas, ils vont se prendre un mur, c'est tout. Ouais. Mais c'est quelque chose que vous avez créé entre vous. Alors entre au départ, vous non, au départ c'était avec les joueurs d'une de mes tables. Je voulais qu'on puisse. Non d'ailleurs. La campagne venait de se terminer. En fait, c'est quand j'ai fini la campagne de Sens, ouais. Exalogie, avec ma deuxième table, donc que je l'ai fini pour la 2e fois, ouais. et que j'ai voulu que mes joueurs puissent échanger entre eux
Voilà, Parce qu'en plus, ils avaient tous les deux connu moi en tant que MJ, ils avaient une expérience relativement similaire. Hmm. Et je voulais leur fournir un lieu d'échange pour voilà, les points communs d'une campagne à l'autre. Et tu avais invité aussi d'autres meneurs de sens. Alors, pas au début. Pas au début, d'accord. Et c'est après, quand j'en ai parlé avec Vincent en privé, avec François en privé, Avec moi-même. ouais, voilà, et que Et Maxime. Ouais. Voilà, je cite. Voilà, ouais, Maxime. Et on s'est dit, ouais, ça pourrait être intéressant aussi d'inviter les MJ pour qu'ils voient des échanges de joueurs qui ont fini le jeu. Et l'inverse s'est produit. Ah, mais tellement. C'est exactement ça. Ouais. En fait, oui, on s'est retrouvé Jérôme. à être minoritaire en tant que MJ dans la conversation, mais à être ceux qui parlaient le plus. Le plus. Donc du coup, à l'origine, ça vient d'une impulsion de ta part qui est de dire on va faire en sorte que les joueurs qui ont fini Sens, qui ont la particularité d'avoir fini Sens, puissent discuter avec les meneurs et entre joueurs, enfin que toute cette petite communauté puisse discuter, mais dans ta sphère privée. Autrement dit, s'il fallait extrapoler, je dirais que tu invites les gens qui ont fini la campagne à créer un petit groupe Facebook avec les MJ qui connaissent, les joueurs, pour engendrer des discussions autour de Sens, post-Sens, si j'ose dire. Ouais, bah une fois que c'est fini, c'est assez intéressant de pouvoir se créer des discussions pour savoir. Jérôme. Pour démêler toutes les discussions qu'il peut y avoir là-dessus. Est-ce que Miphos et Azilis sont cousins, tout ça? Puis peut-être aussi donner les derniers éléments de réponse que le MJ n'a pas eu l'occasion de donner au cours des scénarios, parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels qu'on peut pas vraiment aborder si on suit la campagne classique. Il y a des choses que le MJ sait que les joueurs ne sauront jamais, et du coup le fait de pouvoir en discuter, ça permet aussi de révéler vous savez, le jour-là où vous étiez à tel endroit, en fait il se passait ça derrière et compagnie, et puis d'autres joueurs de dire mais nous on l'a fait avec notre MJ ça, en et fait, ça crée une Akina, espèce vous pouvez d'émulation. pas le sauver, Myriad vous pouvez pas la sauver, Gladius vous pouvez pas la sauver. D'accord, ok, mais à part ça il y a Pardon. Miphos, c'est un personnage qui est trop cool. Pour ça, ils sont au courant. Allez, la mythologie arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cube, donc en fur et à mesure, effectivement, les joueurs ont cessé de parler dans cette conversation privée, et vous y êtes restés tous les quatre fantastiques. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Pour ça aussi que vous êtes les quatre fantastiques, c'est que vous avez trouvé tout un tas de théories, mais complètement folles, sur les liens. Par exemple, Jérôme a découvert ce qu'il a annoncé tout à l'heure, là, un petit peu comme un gag, que Miphos et Azilis étaient cousins. Des trucs en fait que je pense aucun lecteur de Sens de prime abord ne pourrait trouver tout seul, et je vous invite dans ce podcast à les faire partager avec nos éditeurs. Quelles sont les théories que vous avez découvertes, ou les idées qui vous ont traversé l'esprit, et quand vous avez creusé, tiré la corde, ça a donné des trucs de fou, Un des etc., gros etc. moteurs de la discussion au départ, et un des trucs qui ont fait que la mayonnaise a pris dans ce cube, c'est qu'une mayonnaise, pour en prendre, faut qu'elle soit bien fouettée. C'est pas évident, j'allais dire, de battre des œufs dans un cube, hein, parce que franchement, Exactement. tu vas vraiment avoir dans les coins, ça va être dégueulasse, ça va pas être hétérogène, mais ça va être hétérogène. François est assez doué pour les coins, et surtout pour les coins 6. Les histoires de classis. Le coin trop. Ah, oh coin trop classiste. Bref. Non, mais non. Non, mais François a développé beaucoup non, ça de fait un théories. moment, hein. C'était prévu que ce podcast dure n'importe quoi, mais quand même, aussi vite. François a développé beaucoup de théories sur Ça Classis parle de assez Classis, tôt, hein. et c'est ce qui a lancé beaucoup C'est de ce qui a débats lancé. entre nous. Je pense que la plus grosse période de discussion qu'on a pu avoir, c'était les discussions sur le sujet. Donc moi, je veux commencer. bien laisser coup, François on commencer. peut commencer, si François. t'es chaud, hein. Ok, non, mais tout va bien, ça va le faire. T'es plus réveillé que moi, donc. Ouais, effectivement. En fait, c'est une grosse, excuse-moi, c'est une grosse excuse. On a le soir, on est toujours crevé, on dit ah oui, le podcast est nul, mais c'est parce que je suis tout fatigué. Puis le matin, c'est ah oui, le podcast est nul, mais je viens de me réveiller. Puis en début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Voilà, c'est ça. Et puis à 11h, on n'a pas mangé. Et puis à 4h, on n'a pas notre 4 heures. Entre 17 et 19h, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, c'est ça. Messieurs, lançons l'archéocubologie. Oui, l'archéocubologie, c'est parti. Donc François, c'est toi qui commence les hostilités Ok. à travers tout un tas de théories autour de Classis, en fait. Effectivement, j'ai longtemps eu des théories sur Classis dont j'ai essayé de débattre par-ci, par-là. Enfin, ceux qui ont pu suivre mon Fred sur le forum ont pu voir que Classis est un élément récurrent de mes conversations. C'est le personnage de Sens qui te fascine le plus à titre personnel. Probablement. Les autres sont très intéressants également, mais autour de Classis, on sent qu'il y a quelque chose qui revêt de
comment dire, ce qui se passe dans Sens se passe autour de Classis souvent, ou en tout cas il est au début de beaucoup de choses. Ce qui se passe près de Classis reste près de Classis. Mais l'avantage de ces conversations dans le cube, c'est que j'ai pu être confronté à une adversité féroce, n'est-ce pas Jérôme ? Je vois pas de quoi tu parles. J'étais jeune. De gens qui m'ont poussé à chercher autre chose comme argumentaire que parce que c'est Classis, qui est une réponse qui, à mon avis, nos camarades d'MJ retrouveront régulièrement. Les classisseries, ça va 2 minutes. Je sais pas par quoi commencer en fait comme théorie sur autour de Classis. L'ensemble des choses autour de cet entra est d'un compliqué que c'est toujours compliqué de partir. En fait, à mon avis, il faut partir de questions ou de. Fabien avait une théorie intéressante. Alors moi, j'ai une théorie pour lancer. En ouais. fait, je suis juste là pour balancer ma théorie. Après, je me barre. Attends, l'histoire d'Azilis, Azilis est la rune de création. Ah oui, alors ça, c'est une première théorie cubologique. Oui, effectivement, ça c'est encore autre chose. Mais moi, c'est pas une. Enfin, j'en suis convaincu. En fait, c'est-à-dire que mon idée, c'est que la rune de création, en réalité, c'est Azilis, puisque c'est elle qui a créé le monde de Myriade, et que la rune de néant, c'est en réalité Classis. J'avais des arguments un peu plus poussés que simplement c'est lui qui a annihilé toute la création et qui même l'a enfermé a enfermé Azilis dans le silence. Et que c'est pour ça que le monde mais même le monde de néant en général part en vrille parce que qu'il y a un déséquilibre profond dans cet univers. Maintenant que tu me rappelles, j'avais des ramifications et des justifications un peu plus poussées que c'est lui qui a créé, celui qui a détruit. Tu le présentes dans le podcast. Donc, déjà Classis, il est quand même, c'est un méchant. Je sentais venir le scud. Mais non, bon, pardon. Non, mais on peut être la rune de néant en étant gentil. Au-delà de Azilis qui a créé Myriade, c'est aussi elle qui sourit quand la Terre renaît. Classis a des pouvoirs d'occultation des choses c'est de façon plutôt évidente. Donc ouais, il y a plein de choses qui vont dans ton sens, je trouve. Moi, ta théorie, j'y souscris 100%. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui n'y souscrit pas en fait ? Oui, voilà. Alors, c'est une théorie qui se tient tout à fait, qui a beaucoup d'arguments, mais comme nombre de théories de sens, on peut aussi partir à complètement contre-pied. Et selon moi, chez Classis, il y a quand même beaucoup d'aspects qui le rattachent indéniablement à la rune de création. Déjà, l'idée que ce soit... Sarah Pierre. Quoi ? Sarah Pierre. Pourquoi ? C'est parce qu'elle l'a rattachée à la rune de création. Je ne comprends pas cette blague, Vincent. Les laboratoires inversés, les gars. Oui, non, le coup de rapière qu'il donne à Azilis. La rune de création. D'accord, ok. Dans l'idée où on voit à ce moment-là une scène dans le fait qu'il l'assassine. Voilà. Cette scène-là, il me semble, n'est jamais exactement décrite, ou du moins, Classis l'évoque à mi-mot, pas pendant sa description de la scène, mais à un autre moment. Mais il semble effectivement que Classis est transpercé de sa rapière Azilis. De toute façon, beaucoup des théories autour de Classis vont tourner autour de ce qui se passe autour des laboratoires inversés, et de aussi l'enfant que porte Azilis à ce moment-là, que Classis évoque à mi-mot pendant sa lettre d'adieu. Il me semble qu'il ne l'aborde que beaucoup plus tard dans sa lettre, lorsqu'il parle de Soren lorsqu'il parle de Bran et de sa relation avec les deux Quadria, Chrysaor et Miphos. Il se rappelle à ce moment-là qu'il n'a pas eu de fils et qu'il n'en aura jamais. Et il me semble bien que cet enfant peut être sujet à de nombreuses théories, que ce soit autour de Sétantra ou de Miphos. Alors pourquoi le lier à Miphos ? Ça y est, tu viens de lâcher la bombe. Je vais quand même parce que je pense qu'il faut aussi raccorder les wagons pour les auditeurs qui connaîtraient Sens qu'à travers les podcasts. Bon. Mais c'est compliqué. À un moment donné, on apprend effectivement que lorsque Azilis est tuée dans les laboratoires inversés, donc dans la fiction de Sens mort, on va dire, pour faire simple, Sens renaissance, Sens mort, elle est enceinte. Et donc, il y a tout un délire autour de mais qui peut bien être l'enfant que porte Azilis. Parce que tout le monde a dans l'idée que l'enfant de la rune, de l'incarnation personnelle de la rune de création et l'incarnation de la rune de néant, ça doit donner quelque chose
ça va pas donner un bug ou un enfant normal. Ça va Donc on a dans l'idée quand on lit ces pages que c'est forcément quelque chose un élément, une sorte de divinité lui aussi, et donc peut-être éventuellement une autre incarnation personnelle, ou bien carrément Sens lui-même, ou Settantra, puisque à plusieurs reprises dans Sens Néant, Azilise et Classis parlent de leur œuvre comme un enfant, comme s'il s'agissait de leur bébé, mais il y a beaucoup d'auteurs qui parlent comme ça de leurs premiers ouvrages, leur ouvrage comme leur bébé, ou etc., qui ont un attachement très particulier. Je regarde pas Fabien parce que c'est son cas, hein, je pense pas. Mais voilà, ça fait partie en tout cas de l'imaginaire collectif. Parle pas en dehors de micro. Non, moi je dis mes enfants, je les abandonne et je les maltraite. Bah, dans ce cas-là, oui. Mais sur cette histoire d'enfants de deux immortels, le parallèle évident, c'est l'enfant de Soren Solipsis et de Céline Grey-Costa qui devient Wilfried et qui est donc l'immortel de la rune de chaos, enfant exactement. de vie et de mort. Sachant que du coup, les deux autres runes qui font partie des 4 premières runes en quelque sorte, les 4 carrés du diagonal en fait. Voilà. Que sont donc les deux autres runes donc création côtés, et néant sont Classis et Azilise. On pourrait, en faisant une extension logique à partir de ce qu'on a déjà, penser assez évidemment que l'enfant de ces deux-là devrait être l'autre deuxième rune, donc l'incarnation du Cosmo. C'est pour ça qu'on peut éventuellement faire un lien à Miphos. Et à Settantra, j'y reviendrai, parce que dans Néant, il y a beaucoup de choses qui lient Settantra à l'école de lumière. Et puis il faut avouer qu'il y a quand même un petit syndrome Star Wars dans ce sens, quoi. Il y a une famille avec 3 pelés et puis tout l'univers pèse uniquement sur eux, quoi, comme les Skywalker dans Star Wars. Star Wars, ouais. C'est pas faux. Ouais. Vincent. Moi, je trouverais intéressant que tu développes justement cette histoire de Settantra Lumière, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui l'appuient, et que je pense que c'est ce qui nous permet. Enfin, ce qui me permet, pour moi, d'avoir trouvé une solution à conséquences primaires, conséquences secondaires, avec les 4 runes primaires qui sont... Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de conséquences primaires et secondaires ? Faut essayer d'expliquer. Le début du voyage. Donc, dans l'enregistrement audio que l'on peut faire passer à ses joueurs au tout début, qui correspond à une portion du livre particulière, avec une police particulière d'écriture, et qui correspond, au niveau de la police d'écriture, à celle du cube à la fin de Sens Chaos, qui donc semble être l'initialisation du monde par le cube. Il est dit que il y a 4 conséquences primaires et 2 conséquences secondaires qui sont d'abord décrites sans les nommer, puis après l'arrivée des faits de Cellulis, il me semble d'abord, oui. Les 4 runes sont identifiées en tant que runes avec le nom qu'elles auront dans le reste de la fiction. Ce qui crée un sentiment de hiérarchie dans le cadran. Il y aurait le premier cercle d'immortels. Il y a le carré et les diagonales. Voilà, c'est ça. Au moins de causalité. Pas forcément de hiérarchie, mais de causalité. Si l'on reprend en tout cas l'attribution des runes sur le cadran tel qu'on peut le retrouver sur Myriade dans le cadran de Settantra, avec les ultimas présentés en dessous qui posent donc le feu en face de l'eau, la terre en face de l'air et les 2 diagonales représentant la lumière et l'ombre. Jérôme vient de vérifier quelque chose sur son téléphone. Il se relève avec cet air que je lui connais bien. Il y a un Sens Chaos qui traîne là. Oui, bien sûr. On a quelques-uns. Le vrai piège, c'est de faire... Rome, t'aurais pas un petit sens création que je puisse vérifier? Que tu es retors, Fabien. Oui, ça c'est bien retors. Et donc, pourquoi associer Settantra à l'école de la lumière ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Settantra... Et donc indirectement à la rune de Cosmo. Settantra est confondu avec Lumnos lors de son affrontement avec Acide Assyria. C'est décrit dans une des légendes ou des fragments, je ne sais plus, de l'école de lumière. Lumnos étant le tout premier Utrima de l'école de lumière. De plus, dans la description de l'école de lumière à Miroir, il est dit que les forgerons de Miroir forgent des armes qui sont dénuées de sentiments, de manière à pouvoir les donner, ou les vendre, on ne sait pas, voilà, à chaque école, afin que chaque école puisse insuffler dans les armes des sentiments purs d'un élément, ce qui permet de créer les armes telles qu'on les voit au début de Sens Néant de la fiction, où il y a les armes de Phthera. Les armes particulières. Voilà. Spoil pas la suite. Et il est aussi décrit que Settantra était le seul à avoir parfaitement maîtrisé cet art.
c'est la seule fois que Settantra est mentionné dans une activité typique d'une école. Il n'y a aucune autre école dont l'activité qui est réservée à cette école est liée à Settantra de cette manière-là. Quand Settantra a fait sculpter le cadran, il l'a fait sculpter par quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas fait lui-même. Ce qui l'écarte de l'école de terre, par exemple. S'il avait sculpté le cadran lui-même, on aurait pu se dire qu'il était sculpteur. Et donc, plus exactement, c'est ce que Classis veut te faire croire. Peut-être qu'il a enlevé des apparitions de Settantra dans d'autres. Ah mais de toute façon, cette idée-là, que Settantra soit lié à l'école de lumière, là c'est dans l'histoire de Classis. C'est une théorie qu'on peut séparer complètement d'autres théories telles que est-ce que la fiction que raconte Classis est une parabole ou le véritable passé tel qu'il a eu lieu. Beaucoup de choses autour de ça sont à mon avis séparables. Il y a quand même une chose qui pourrait expliquer cela assez facilement, c'est qu'on nous dit que quand Terre et Air ont créé Settantra, ils ont enrichi un jeune Settantrien. Si ce jeune Settantrien appartenait à l'école de lumière, c'est possible. Cela pourrait expliquer certains de ses savoirs. Alors, sauf qu'il est impossible, d'après la fiction de Sens Néant telle qu'elle nous est racontée, que ça se passe comme ça, parce que c'est Settantra qui fondent les écoles. Il y a un bas-relief qui se trouve... Donc c'est un sculpteur, il me semble, de l'école de terre, qui a laissé en Arbora un bas-relief sur lequel... Ou non, c'est peut-être en... Oui, on n'a même pas mentionné... C'est à l'école de l'air. C'est à l'école de l'air. C'est vrai qu'on n'a même pas mentionné cette histoire. C'est très important. Tout en bas de l'orgue géant. Parce que Settantra est fils de terre et d'air. Ce bas-relief qui vous permet ensuite d'aller voir dans l'enfant d'Asilis et de Classis dans Sens Mort. C'est ce bas-relief qui vous donne un indice. Oui, alors là j'étais sur le lien entre Lumière et Settantra. Le lien entre Settantra et le fils avorté, on va dire, de Asilis et de Classis. Mais le mot est très juste en fait. Est effectivement dans ce bas-relief. Et il me semble qu'il y a un autre indice quelque part dans Sens Néant qui explicite que Settantra soit le fils de Terre et d'Air. Voilà. Qu'il a été forgé à partir d'un Settantrien, comme le dit Vincent. Et donc, à ce moment-là, de même, on n'est pas assuré qu'il y ait une corrélation totale entre les deux fictions, mais au moins dans ce que Classis raconte, c'est au moins la vision qu'en a Classis. Et ça nous indique qu'à mon avis, ce que Classis fait au moment de l'accident des bâtiments inversés, c'est justement cet avortement. Il essaye de tuer Sens, entre guillemets, dans l'œuf. Avant qu'il ne naisse. D'ailleurs... Un autre point qui me fait revenir là-dessus, qui accentue ma conviction dans cette théorie-là, c'est les propos de Classis, à nouveau dans sa lettre d'adieu à Dieu, lorsqu'il parle de son arrivée lors des conférences de Miphos, qui deviennent le monde logique. Il dit que quand il arrive, il se demande s'il ne doit pas tuer Miphos. Et là, il dit « ça n'a pas marché la dernière fois. Il faut trouver un autre plan. » Après, il en vient à faire tout son plan avec Soren, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'il a déjà essayé de simplement tuer. Et on pourrait penser que c'est simplement une projection de ce que Terre fait à Settantra dans la fiction. Et qu'à ce moment-là, c'est l'incarnation runique qui parle, projection de l'Ultima. On peut faire ce parallèle-là si on ne considère pas simplement que ce parallèle-là est en fait une description de ce qu'il a fait dans les bâtiments inversés. Mais il y a quelque chose qui me donne l'impression que c'est vraiment Classis même, au sens le Classis de la fiction de Sens, qui parle à ce moment-là. Et de plus, je ne sais pas si le meurtre de Settantra est à proprement parler juste un meurtre au sens commun du terme. C'est une annihilation, c'est pas la même chose. Donc, il y a quelque chose de différent. Alors, en fait, Gary, tu voulais intervenir sur ce point. Alors, oui, justement, en fait, une petite réflexion dans la lignée... Attention à ton micro, Gary, il faut le rapprocher. Une petite réflexion que j'avais dans la lignée de ça, c'est une possibilité, c'est qu'en fait, le fils de Classis et Asilis était effectivement être amené à être la rune de Cosmo, à être même à devenir Sens. Il l'avorte, il la détruit. Et presque par le même procédé qui fait que le cube va choisir Miphos comme aiguilleur parce que tous les autres avant sont morts, Miphos devient la rune de Cosmo parce que la vraie rune de Cosmo a été détruite. Et pour moi, ça se confirme dans le fait que toutes les runes autres sont de la philonite, Miphos c'est de la métallite. On n'a pas la certitude que Classis et Asilis soient faits de philonite. C'est probable, rien ne nous l'assure. A priori, ils ont une respioïde. C'est des créations du Classis. On ne les voit jamais avec une respioïde.
Classis te dit quand même pas mal comment manipuler ta respioïde s'il n'a pas au moins un minimum de contact dessus. Et... Il en serait C'est l'inventeur. l'IA de Soren qui dit ça. Non, Classis dit qu'il en est l'inventeur. Classis dit au début de la fiction de Néant qu'il est l'inventeur de la philonite. Est-ce que c'est l'un de ses mensonges? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'il entend par là que la philonite est apparue à cause de son crime? Déjà, Voilà. selon moi, quand il parle d'inventeur, il parle au sens d'un Vincent. trésor. On invente un trésor, on ne le découvre pas. C'est-à-dire qu'il a découvert quelque chose, ou au moins une utilisation de quelque chose. Après, pour la fiction de Néant, pourquoi on fait autant de liens entre Néant et le reste du monde de Sens? Selon moi, mais ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un petit peu partagé, Sens Néant n'est qu'une parabole. Vraiment au sens christique, c'est-à-dire c'est une histoire que Classis raconte afin de faire passer des valeurs et des idées. Évidemment, il est loin d'être neutre là-dedans, puisqu'il cherche à convaincre les bugs. Il cherche aussi à se justifier, mais face à qui? C'est toute la question. Dans ce chapitre sur Classis, tout à l'heure, Jérôme, tu as dit Classis est un méchant. François, tu semblais vouloir dire l'inverse. Alors, j'aimerais bien que vous explicitiez cette opposition que vous avez entre vous. Pourquoi est-ce que l'un le voit comme un espèce de salaud? On a fait un tandis podcast que entier l'autre- sur le sujet il y a 3 ans. mais c'est important parce que je pense que ça va vous permettre d'approfondir la réflexion que vous meniez tout de suite. Le problème de Classis, c'est qu'il y a toujours une dualité chez lui. Il est un monstre parce qu'il est un héros, et il est un héros parce qu'il est un monstre. Enfin, et ces deux phases de Classis s'opposent toujours, et la question, c'est juste de savoir laquelle on pense être première Voilà, chez lui. d'accord, ok. En fait, c'est juste que nous le voyons chacun plus d'un côté que de l'autre. Du coup, pourquoi est-ce que tu relis ça au fait que la nature de son enfant est importante dans ce débat? Pourquoi la nature de l'enfant de Classis et d'Asilis est importante pour trancher ce débat-là? Parce que ça avait l'air d'être ce débat-là que vous vouliez trancher entre vous à travers cette théorie. C'est simplement que... J'aurais du mal à justifier le fait de transpercer sa femme avec une rapière et de tuer l'enfant ainsi. Mais Féminicide, patriarche. Mais cependant, ça lui donne au moins une raison de le faire. C'est pas comme ça a l'avantage, si on considère que Classis était au courant de ça et pensait ça dès le départ, de lui donner une véritable raison et de ne pas simplement le faire pour faire le mal. Ce qui est l'autre explication qui peut être donnée. Alors moi, j'ai une autre théorie là-dessus. Vincent, je t'en prie. Après diverses recherches et diverses discussions, nous avons émis l'hypothèse qu'Asilis était très probablement créé par Williamson. Je parle de l'Asilis de Sens, Ouais. à savoir un clone. Tu peux expliquer un petit peu? On va peut-être parler de Vademecum plus tard. Ou tu veux rentrer tout de suite sur le sujet? Non, je veux pas rentrer, mais elle a été créée en fait par le Classis. Et selon moi, il y a de bonnes chances pour qu'elle ait été créée par le Classis pour s'accoupler avec Classis. En fait, la rencontre Asilis-Classis, c'est une rencontre qui a été prévue par le Classis. Ça, c'est clair et net. Et ça, c'est bien expliqué dans la base. Il y a quelque chose de perturbant cependant avec cette idée-là. Alors, à moins qu'ils aient prévu d'extraire l'enfant après, en fait, le problème, c'est qu'au moment où l'accident des bâtiments inversés a lieu, Williamson ordonne de les tuer. Ah, mais parce que je pense pas qu'ils aient prévu qu'il y ait un enfant. Je pense que le Classis a créé Asilis uniquement pour contrôler Miphos. Sur le modèle peut-être... Miphos Autant Classis. pour moi, Classis. Sur Ouais, le modèle de Forge et de Sérénade. Oui. Exactement. Et que lorsqu'ils se sont aperçus que Classis pénétrait dans ce bâtiment qui allait lui permettre de réaliser qui était Asilis, leur expérience était complète. Faut savoir ce que tu entends par là. Qu'est-ce qu'il est censé réaliser sur qui est Asilis? Ça, En ça, fait, je crois qu'on n'a pas besoin de répondre à la question dans le fond. Mais ce qu'on sait, c'est que le Classis ne voulait pas que cet événement ait lieu. Enfin, l'expérience va trop loin. Tu sais, c'est un peu comme dans ces films de savants fous. À un moment donné, l'expérience va trop loin et puis vite, arrêtez tout. Mais il est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le... alors ça peut pas être ça, parce que Williamson avait prévu la mort de Classis et Asilis à ce moment-là. C'est Qu'est-ce qui clairement permet dit. de le dire Williamson a l'air d'être complètement aux commandes de la situation à cet endroit-là.
Il y a Antoine Morgenthaler dans le public et je pense que là, il bouillonne et qu'il va intervenir à un moment donné. Donc, je préfère le présenter tout de suite. Il est là. En fait, quand on vit la lecture sentimentale des laboratoires inversés, Ouais. Quand on vit cette scène, il y a clairement dit que Williamson ordonne de tirer sur Classis et Azilis, et Sérénade qui s'y oppose en disant « mais vous aviez promis ». Alors, Ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose de prévu. ce n'est pas dans la lecture sentimentale, en quelque sorte, en tout cas dans les visions qui sont données dans Sens Mort, c'est dans la description que fait Classis de cet incident. Autant pour moi. Ce qui pourrait conduire certains à penser qu'on n'a pas à faire confiance à ces déclarations. C'est ce que j'étais en train de vérifier, j'ai Sens Mort dans les mains, effectivement, tu as complètement raison, c'est uniquement le menteur qui nous dit ça. Mais dans Sens Mort, ce qu'on voit, c'est Classis pleurer sur ce qui arrive à Azilis. Et on ne le voit pas commettre de crime. Cette vision a tout à fait pu être corrompue. D'ailleurs, cette vision, Vincent. on en parle. Elle est faite sur qui, cette lecture sentimentale? C'est une très bonne question. Sur le labo? Sur le labo Sur le labo ou Miphos sur, qui est en train de regarder ce qui s'est passé dans le labo? J'en sais rien du tout. C'est vrai que alors il y C'est a ambigu, en tout cas. Miphos apparaît et c'est lorsque Miphos apparaît qu'on voit cette scène dans les caméras de surveillance qu'il est en train de surveiller, qu'il est en train de regarder dans la vision. Et Donc, il faut pas oublier que la lecture sentimentale, c'est pas la réalité. C'est le point de vue sur la réalité qu'a la personne qu'on est en train, enfin la personne ou l'objet qu'on est en train de lire. Oui, mais enfin, si c'est le point de vue de Miphos, c'est forcément vrai. Ah, Bien sûr, bien sûr. Il s'est jamais planté. Jamais. c'est pas un arbre. Il prend juste le temps de respirer. Lui. Exactement. Donc là, on voit que, en tout cas, ce qui m'intéresse moi dans ce podcast, c'est d'entendre comme vous allez loin dans les hypothèses, dans les analyses de chaque scène. Vous prenez chaque scène en fait et vous l'analysez sur un plan symbolique pour en tirer en fait. Mais justement quoi? Qu'est-ce que vous attendez de cette réflexion? La quintessence de sens. C'était comment la quintessence des sens Ouais, d'accord. Non, en fait, pour vraiment comprendre ce que. Qu'est-ce que vous faites en fait? Quelle est cette activité que vous faites entre vous de prendre comme ça les livres de sens et d'aller au bout des symboles et de... Tu connais le Talmud? Non, pas du tout. Vas-y, parle-moi du Talmud. Fais-moi rêver. Bah, c'est une certaine explication du livre saint. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre et remplir tous les blancs que ce satané auteur a laissé dans Sens et qu'il a laissé très volontairement, je pense, pour se laisser de l'espace, pour créer d'autres choses ou la libre place à l'interprétation. Et on a cette envie ou ce besoin, je sais pas trop, de remplir ces blancs ou du moins de comprendre effectivement qui est vraiment le méchant entre Classis, Miphos. Moi, je réponds à ça en disant c'est les bugs. Ouais. C'est voilà, on a besoin tous d'expliquer nos théories. On est des passionnés, hein, clairement. Je pense que ça intéressera pas tout le monde, mais nous, ça nous permet d'expliquer ce qu'on ne comprend pas et qu'on a besoin de chercher. Garrick. Tu sais, dans les jeux vidéo, des fois, tu as un jeu vidéo qui te plaît beaucoup. Et quand le comportement, j'ai envie de dire, habituel, c'est tu vois la fin du jeu vidéo, t'es content, t'as passé un bon moment. Puis des fois, t'as vraiment tellement bien aimé le jeu vidéo que tu te rends compte qu'en fait, en explorant les tout petits recoins, t'as des petits bouts d'histoire, t'as des petits bouts de choses à apprendre sur l'univers. Et en fait, pour moi, c'est un peu ce plaisir-là. C'est tu dis, ok, j'ai vécu le truc, mais il y avait des choses qu'on m'avait cachées, il y avait des choses que je ne savais pas. Le nombre de vidéos sur internet qui relatent des théories sur tel ou tel jeu. Tu vois, t'as des gens, ils font ça avec Star Wars, tu vois. Et si Jar Jar Binks, en fait, c'était Darth Plagueis et tout. Oh, mais ce serait incroyable. Et ben, en fait, il y a un peu de ça, quoi. C'est mais si, en fait, Azilis, c'était Sens, tu vois. Enfin. Mais est-ce que vous... Fabien, On a tu veux poser une question? On a toute une théorie, mais peut-être qu'on développera ça une autre fois avec Valentin, sur la nature des communautés culturelles. C'est-à-dire le fait que, à certains moments, tu as un ensemble de références culturelles qui sont partagées par un groupe de gens, et que cette appartenance, ces références culturelles créent du lien social, comme nous comme vous, le fait qu'on se voit, qu'on échange, qu'on continue à échanger, et que en quelque sorte c'est ce qui est la base
moi je dirais c'est ce qui est à la base de beaucoup de communautés à l'heure actuelle, mais c'est ce qui est à la base de religion aussi, tu vois. Enfin, on parlait de livres saints, tu parlais du Talmud, mais c'est ça aussi. Enfin, écoute des gens qui discutent de. Moi, j'ai passé pas mal de temps, je continue à passer pas mal de temps avec des protestants. Écoute-les parler du Nouveau Testament, tu vois, tu parlais de paraboles tout à l'heure, et essayer d'en tirer le sens, avec l'idée que... Pardon. Le Nouveau Testament, c'est celui qui vient après le Testament de Sétantra, donc en fait c'est sens néant, c'est ça? Alors, je te laisse adapter sens, mixer sens et le christianisme, mais... Et... Ça s'appelle Vadémécum. mais Achetez Vadémécum. mais toujours... Autopromo, c'est de l'autopromo. Et pour aller jusqu'au bout des choses un petit peu rapidement, on se faisait la réflexion avec Valentin hier. J'espère qu'il m'en voudra pas que je révèle. Ah, tu es là. Donc tu peux m'arrêter si tu trouves que je vais trop loin. Formidable. Ah, vous êtes là, Valentin. Pose cette batte de baseball. Voilà, donc Valentin fait aussi partie du public. Il y a On l'était non plus. On va tout révéler. Il y a de bons ingrédients dans ce sens pour faire une secte, si tu veux. Tu vois, François Hollande est également ici. Avec un leader charismatique, avec. Donc on ne parle pas de toi, François. Avec l'idée qu'il y aurait un sens qui dépasserait les individus. Ça, c'est une idée que je trouvais très forte dans la réflexion de Valentin. Notamment le fait que, tu vois, il y a deux indices par rapport à ça. Le fait qu'au début, tu disais, oui, sens, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai trouvé dans mon grenier et tout. Bien sûr. Et même qu'en fait, t'as une partie de ta maison une partie de ta maison est un temple en quelque sorte à Sens. Si on regarde soit le bureau ésotérique, soit la bibliothèque ésotérique. Ouais, celui que j'ai trouvé à 2h du matin la première fois que je suis arrivé ici dans le grenier alors qu'il faisait nuit et que tout le monde s'était couché. Ouais, derrière un tapis. Ça fait une impression. Ouais. Mais c'est pas un secret, on le voit un petit peu dans les vidéos du Podval du Cast par exemple, ou des choses comme ça. Il y a ça, donc le fait qu'il y aurait un sens, pour aller jusqu'au bout, donc l'idée qu'il y a un sens caché qui dépasse les individus et les lectures. Donc il y a cette idée que l'œuvre, c'est pas toi qui l'as écrite, donc elle te dépasse. Et il y a aussi l'idée, tu encourages aussi cette idée-là à travers le fait que ton œuvre est inachevée. Et à notre avis... à Valentin et à toi, de façon volontaire à un certain niveau. C'est-à-dire c'est très important que Sens Création ne soit pas écrit, parce que ça laisse toujours une possibilité de plus. Et donc tout ce système-là, on pourrait le développer un peu plus, l'appartenance à la communauté, tout ce système-là fait que il y a une incitation à aller interpréter, à aller comprendre, à aller chercher, et qui est la même dans les jeux vidéo et dans les religions. C'est pour ça, à mon avis, je reviens avec ma marotte, mon éternelle marotte, mais s'intéresser à la culture populaire contemporaine, c'est s'intéresser aux phénomènes culturels et en particulier aux phénomènes religieux. J'ai quand même jamais trouvé meilleure excuse François. pour pas finir son taf. Hein. Procrastination. Oui, mais non, parce qu'on Christianisation. oui, mais non, parce qu'en fait, ce qui est tellement fort, c'est que c'est juste. Il l'avait prévu dès le début. Hein. Il nous vendait 6 bouquins, mais il savait. Ça, sans doute pas. Mais. Comme le même. Mais. C'était pas forcément conscientisé comme ça quand j'ai commencé le truc. À vrai dire, quand j'ai commencé le truc, il y avait que Sens Renaissance. Je m'attendais pas à en faire une suite. Non, mais nous ne parlerons Parce que pas ici de ce que tu comptais faire dans Sens Création au départ. regarde, De la fin Terminator. Ce qui est très fort. Mais je l'ai faite. Je l'ai faite cette fin. Oui. Finalement. Enfin, Ce qui est très presque. fort. À ma manière. Ce qui est très fort Avec finalement, Guerrier. c'est que ce qui est très fort finalement dans le travail de Romaric, c'est que même quand il ne parle plus de sens, tout le monde continue à essayer d'y voir du sens. Tu vois, on va parler du Romaric Rollist Universe bientôt. Pas de souci. Et On a les arguments qu'il faut. sur Vadémécum, sur d'autres projets. Vadémécum et sur, Leval sur- sont indéniablement sur liables à Leval. Sens. Bon, assez volontairement de la part de Romaric, mais Jérôme. Non, c'est toujours marrant qu'il y en a qui critiquent et qui trouvent énervant qu'il y ait un Romaric verse et qui s'en foutent qu'il y ait un Vivien verse. Pardon, juste une petite pique. Jérôme règle ses comptes avec Facebook, je crois. d'accord, j'ai pas trop compris. Mais il y a aussi un Vivien Verse. Il y a aussi un Thomas Munier verse. Oui. En fait, Oui. c'est quelque chose d'assez répandu chez les auteurs indépendants que de développer un même univers. Parce que c'est normal, c'est des jeux d'auteurs, d'accord. Ouais. Donc, Thomas Munier développe Milvaux.
comme un univers, comme un espèce de continuum qui s'aborde à travers des règles différentes. Johan Scipion aussi avec Johan Scipion aussi, mais Vivien Féasson également. À travers Libreté, Perdu sous la pluie, on explore une espèce de continuum. Et ce que dit Jérôme à demi-mot, c'est que certains s'agacent que l'univers de Romaric est son continuum, et s'agacent pas du tout du fait que c'est ce que, si je te comprends bien. Exactement, c'est je tout sais ce pas que je dis. Par contre, moi je ne sais pas du tout. Ouais, mais une bonne figure charismatique, c'est quelqu'un qui déclenche autant l'amour que la haine. Mais nous nous éloignons du sujet, non? Je ne voudrais pas que ce podcast tourne encore une fois autour de Romaric Briand. On en a déjà suffisamment parlé. Romaric Briand nuit-il au Val, Romaric Briand nuit-il à la cellule, Romaric Briand nuit-il à lui-même. Toutes mes excuses. Parlons de sens. Alors j'ai ma petite théorie depuis le début que j'aimerais amener, puisqu'on commence à parler de Vademecum et tout. Alors, ma théorie, c'est sur les origines du Classis et du personnage Classis. Donc Classis comme l'organisation et Classis. Vous me direz ce que les 4 fantastiques en pensent. Vas-y, et j'enchaînerai avec une à moi après. Donc, l'organisation Classis, son but, on le sait, c'est de reproduire les travaux de la cellule. La cellule, au fur et à mesure qu'on fait de l'archéologie du présent, on commence à comprendre ce qu'elle a fait. On sait qu'elle a créé des mondes, on sait qu'elle a créé des machines à créer des mondes, et toute une technologie en fait qui permet de développer de créer des mondes et puis de développer d'autres êtres humains, d'autres rapports sociaux. Et évidemment, beaucoup de gens, j'imagine, du Classis ont cherché des technologies d'ordre, mécanique, technique, avec des machines et tout, sauf que c'était ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que c'est des technologies d'ordre linguistique. En tout cas, pour ce qu'on en comprend à l'heure actuelle. Et c'est pas un hasard si ces technologies, donc ce qu'on appelle largement le jeu de rôle, ont été interdites par Ignos Ier. Et qu'elle a également interdite la philosophie dans le même temps, parce que ça faisait partie du même ensemble de technologies. Bon. Donc le Classis cherche à recréer les machines à créer des univers. Vous allez arrêter là? C'est quoi ces mots? Alors, Monsieur Néron, donnez-moi ce mot. Toi, tu vas vous allez lire devant. Vous allez le lire devant la classe. Hein? J'ai perdu au jeu. Il a vraiment écrit ça en plus. Écrit ça. Vous me ferez le plaisir de ne pas transmettre des mots à votre petit copain Garrick. Donnez-moi votre carnet que j'écrive ça dans. Bref. Les mauvais gosses, des sales gosses. Donc. Non mais merde, moi j'écoute vos théories à la con, vous écoutez ma théorie à la con, voilà. Mais on écoute. Elle est loin d'être à la con. Et donc le Classis cherche à reproduire les technologies de la cellule. Une des technologies de la cellule les plus complexes, c'est la technologie Vademecum. Et autant ils arrivaient à refaire assez facilement d'autres technologies un petit peu difficiles, autant celle de Vademecum, ils avaient beaucoup de difficultés à cause du nombre de règles et à cause d'un ensemble de références culturelles qui sont perdues au moment où... c'est tellement magnifique, Fabien, continue. Qui sont perdus au moment où le Classis se met en marche, parce que l'histoire a fait disparaître des bijoux comme Piège de cristal, a fait disparaître des bijoux comme Yves, non je sais plus comment ça s'appelle, Parasite Yves, des choses comme ça. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Voilà, c'est ça. Et donc Metal Gear Solid. Qui a été d'ailleurs banni à cause de son sexisme dans l'histoire. Non, voilà. D'accord. Donc comment faire pour néanmoins arriver à faire fonctionner la... Donc oui, parce que comme on l'aura compris, une des difficultés peut-être de Vademecum, c'est que c'est un jeu qui appartient beaucoup à Romaric et que la transmission n'est pas évidente. Comment faire? Alors maintenant... Alors que faire? Il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de faire jouer Vademecum avec des rôlistes narrativistes. Vous passeriez par un fiefé, un fiefé traditionnaliste et pour un fanboy de Romaric Briand. Non. Il faut, avec l'aplomb de l'homme du monde, se demander Vademecum qui est... En fait, il y a un deuxième élément de théorie qui est
d'où vient le corps physique de Classis. D'accord ? On sait que le Classis maîtrise une des technologies abandonnées qui est le clonage. Et on sait que parmi les clones, il y a des clones des membres de la cellule. C'est tout à fait envisageable, et c'est même très probable d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser ça, que Classis soit un clone de Romaric Briand. Alors, j'ai Romaric Briand en face de moi, il a quand même pas l'air très égyptien. Oui, mais enfin ça, comme on sait plus ce que c'est que l'Égypte, et puis que tu vois l'Égypte... Mais au-delà de ça, je serais assez d'accord sur le Classis, le clonage, etc. Mais Classis a un nombril. Autre argument en faveur de ça, la difficulté pour gérer l'ensemble des règles de Vademecum, c'est-à-dire de faire tous les calculs et tout, d'arriver à... Quand tu vois ce qu'un Deep Blue a besoin de développer comme puissance de calcul pour jouer aux échecs, le fait que les échecs au milieu soient comme ça, tu vois, arriver à gérer la totalité des données. Or, qui a été créé par des superordinateurs ? D'accord ? Qui a été infusé ? Donc, ma théorie, c'est que Classis a été créé au départ pour cloner Romaric Briand en lui donnant des capacités de calcul les miennes, en fait. de folie. Voilà. Je vais jusqu'au bout. En espérant que la mémoire génétique de Classis lui permette de se souvenir des références culturelles de Romaric et donc de faire jouer comme ça tout ça pour jouer à Vademecum, quoi. Il voulait jouer à Vademecum. Oui, mais c'est bien la preuve dans le futur que les technologies de jeu de rôle sont extrêmement puissantes et donc que la cellule avait raison d'essayer de conquérir le monde. Vincent. Comment peut-on avoir autant raison tout en ayant tort ? Non, je dis ça parce que je suis d'accord avec toi sur énormément de points et moins sur d'autres. Alors, ce qui appuie ce que tu dis, il y a effectivement Forge et Sérénade qui sont clairement deux clones, puisqu'ils n'ont pas de nombril. Par contre, je pense que le Classis ne s'est pas contenté de retrouver des choses appartenant à la cellule. Le Classis a retrouvé également des choses appartenant à l'Armée Noire ou à Permirus. Et le Classis n'a pas forcément fait le lien avec qui utilisait quoi. Et je pense, ça n'engage que moi, mais il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens, que Forge viendrait d'un camp et Sérénade d'un autre. Ce qui du coup donnerait de Classis, qui a été conçu normalement, mais par deux clones, la double ascendance. Ce qui expliquerait la dualité de Classis, le côté Lucifer et Satan. Et il y a aussi autre chose, puisqu'on en est à faire du spoil sur Vademecum, Classis est présent dans Vademecum. Or, Classis naît dans ce sens. C'est le narrateur de Vademecum. Pas physiquement, mais en tout cas, il intervient avec sa police d'écriture à certains endroits du livre. C'est ça qu'on veut dire. Et est-ce que il intervient comme dans Myriade, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui intervient dans le passé et qui devient réelle, ou est-ce qu'il était déjà là ? Dans Vademecum, clairement, on sent venir l'avènement d'Ignos. Je pense que je peux le dévoiler, ça. Oui, il n'y a pas de... De toute façon, ce podcast est complètement spoilant de partout. Ouais, donc, Regarde le nom de la momie, regarde la vision qu'a... comment elle s'appelle ? Queen, ouais. Queen, quand elle arrive dans sa chambre. Donc pour vous, ça ne fait aucun doute que Vademecum est la suite de Sens. Non, un préquel. Préquel, d'accord. Okay. En fait, pour moi, Vademecum met en place les éléments qui vont permettre l'avènement d'Ignos. Enfin, certains événements, pas tous. On peut peut-être redonner quelques-uns des liens les plus rapides à donner. C'est-à-dire que Queen et Other Queen sont des clones d'une momie en particulier qui s'appelle Igni, qui est récupérée par l'une des deux jumelles dans Vademecum. Pour le compte de la cellule. Pour le compte de la Ce sont cellule, pas des c'est dit à la jumelles, fin mais du qui sont livre. des triplés. Oui. Je ne souscris pas à cette théorie. Non, ne l'écoutez pas. De quoi ne l'écoutez pas ? Ah non, les triplés, oui, non, c'est pas évident. Mais Ah bah si, c'est évident. C'est dit. Regarde les... Est-ce que quelqu'un pourrait me filer un Vademecum ? C'est des... Comment elles sont... Attendez. Tu veux le Vademecum noir ou le blanc ? En fait, ça m'étonnerait qu'elle soit 3 parce que ça casserait un peu ce qui me semble être la symbolique du 6 qui revient dans les 4 cavaliers et les 2 fous. Non, mais on s'en avec on les s'en 4 fout. cavaliers représentant les 4 ça. runes Ce qui et est important, les 2 On folles a- représentant regardez Chaos et comment le on a Cosmo. dérivé C'est des toi qui as théories corrompu autour Maxime, de là Sens vers les théories de Vanessa. Alors attendez, Mais on n'a pas je dérivé justifie, du tout. je Oui, justifie je sais ma bien, théorie je des sais triplés.
Je justifie très facilement ma théorie des Ou alors s'il y a des triplés, il y en a une des trois qui va vraiment être à l'écart des deux autres. oui, absolument. Point où Kabuki peut être à l'écart de Wilfried et de Mifos. Bon, Donc, elles sont appelées les grès. Elles sont voilà, c'est il y ça. a effectivement 3 grès dans certaines versions. Elles sont appelées les grès. Donc il en manque une des 3. Et surtout quand ils se combattent dans cette scène avec les momies. Il a des miroirs, il manque une des personnes qui s'est échappée. Il manque une des personnes qui s'est échappée. Et par où s'est-elle échappée? Regardez l'échiquier, page. Oula. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, l'autre? C'est bien, c'est lui qui les a relus et qui les a corrigés. Ah ben oui, Il y a une tour. Donc, page 240. Il y a Une tour de sortie. Et ouais, il y a une tour de sortie. Ça, là. La tour noire. Il y a une tour noire La pour tour entrer, blanche. c'est là où arrivent les personnages, et il y a une tour de sortie. Donc en D'accord. fait, qu'est-ce qui se passe? Les deux. Moi, si les joueurs voient ça et qu'ils essayent de prendre la tour, on fait quoi? Moi, je vais aller plus loin, Fabien. Les deux fous restent là et puis se sacrifient en disant emporte le matériel génétique, apporte ça à la cellule, et puis Pour nous moi, on pour reste moi, il et n'y a on qu'une meurt seule ici. grès. Et qu'en fait, tout ça, c'est du flan. Parce que quand les grès meurent, il y en a une des Tout à fait. les deux. Ça, ou c'est une un- des deux, un- une des deux un se autre transforme argument. en poussière. Et le seul personnage de toute l'histoire de Vademecum qui se transforme en poussière à sa mort, c'est Bianco. Je suis pas sûr qu'elle se transforme en poussière. Si. Et il y a que Bianco qui. Ah ouais, t'as vu, très important, Bianco. On s'en rappelle. Non, Bianco, c'est un des ennemis de Knight que Knight a affronté au Venezuela. Non, Ah oui, c'est le. je me rappelle plus. Et pourquoi il se transforme en Bianco, poussière, lui c'était le général ou le sous-officier d'un dictateur que En Knight Amérique avait du Sud, renversé. Noriega. Qui est mort Voilà. récemment d'ailleurs. Et, Ouais, il se transforme en poussière, celui-là? Ouais, et oui, Bianco se transforme en Pourquoi poussière à sa mort. Et exactement pourquoi, Il François? n'a Je suis rien tout à fait voir d'accord avec. toi. Et pourquoi la seule autre personnage qui se transforme en poussière à sa mort est la Grey? Bianco qui dit qu'il a été ramené à la vie par Queen, Other Queen, non, la vraie, Ah oui, enfin, oui, par d'accord. Ignos, pour qu'il a accompli sa basse besogne. Du coup, moi, à partir de là, quelqu'un qui se transforme en poussière à sa mort, j'ai l'impression que c'est Mais c'est des dons quelqu'un de qu'on a pouvoir. ressuscité, ou qu'on a cloné, ou qu'on a magiquement créé. Mais du coup, pour moi, la Grey, potentiellement, elle est pas Alors, Est-ce qu'on peut revenir à la naturelle. théorie? J'aimerais Pas très comprendre bio. pourquoi j'ai tort sur la. Est-ce que c'est parce qu'on a brisé leur carapace? Est-ce qu'il y a un choc ontologique quelque part? Mais non, mais enfin effectivement, selon moi, une des deux qui Évidemment. se transforme en poussière tend à montrer qu'il y en a qu'une des deux qui est là, et l'autre s'est échappé. Mais je vois pas pourquoi ça en ferait 3. Et donc qu'est-ce qui t'embête, Vincent, pour ma théorie du. En fait, il y a plein de constats qui Ah oui, sont, et qui puis, sont bons évidemment- dans ta théorie, mais c'est les. Évidemment, un autre argument dans ma théorie, c'est que Vademecum, plus que n'importe quelle autre technologie de la cellule, est super important pour le Classis, puisque précisément, il le renseigne sur les origines du monde. Est-ce qu'on peut noter au passage, dans les petites références sympathiques entre les différentes œuvres, que le projet Aigle Total de Vademecum ressemble beaucoup à l'aigle de Fidridan? On peut C'est un des aussi surnoms de noter, Mythos. le siège historique du groupe Permirus, Ouais. qui est la tour Montparnasse, Qui est cité dans ce sens Au comme lieu de étant la l'un des cellule. locaux de la cellule. ou Crystal Life Science, qui est présente. Je t'ai fait une belle place. hein, Ouais, je Fabien. sais. Bah, C'est ta maison, hein. J'ai vu que j'avais. Mais dans les scénarios que j'ai toujours pas vraiment fini, et je sais pas trop si je les finirai un jour, de Vademecum, la suite que j'ai écrit. Oui, Fabien, il est en train d'écrire. Moi, une je suis suite sérieuse. je suis dans Vademecum. Regarde la toute dernière révélation de Vademecum. C'est une référence directe à mon travail. Ouais. Qui verra sans doute jamais le jour, mais ça, c'est un autre problème. Pas Le- sous cette forme. Ou pas sous cette forme. Ouais. Ouais. Et Le langage de Babel. Ah oui. Le langage Il y a déjà eu un podcast Et dessus, donc, il me oui, il y a. Oui, tout à fait. J'avais Mais des scénarios qui expliquaient ça, justement, et qui exploraient la partie européenne de Permirus. En fait, oui, Vincent. quand je disais que je pensais que tu avais tort, c'est parce que les recherches du classiste ne se sont pas concentrées sur la cellule, mais sur la cellule et ses adversaires. Et que quand tu parles du Vademecum, pour moi, Classis est déjà présent dans Vademecum. Il n'est pas que le narrateur. Oui. Enfin, si, il est en le gros, narrateur. le classiste s'intéresse à ce qui s'est passé, on va dire, au 21e, 22e, 23e siècle. Et du coup, ils ne savent pas
à qui attribuer quelle recherche parce qu'il les trouve de façon éparse. D'autant qu'il est probable que la cellule ait intégré mythe. beaucoup de ces choses-là après, sans forcément les avoir créées. La cellule a pu travailler sur le Vademecum après avoir reçu INI tout à fait. Tout ça. C'est comme nous quand on parle de, par exemple, de l'Égypte antique et qu'on écrase 3000 ans d'histoire comme si c'était un bloc monolithique, alors qu'en réalité, évidemment, en 3000 ans d'histoire, vous avez déjà vu là en 100 ans du 20e au 21e siècle, déjà toutes les révolutions qu'on a connues, sociales, technologiques et compagnie. Donc on peut facilement souscrire à l'idée que 3000 ans d'histoire égyptienne ne peuvent pas se résumer en un cours d'histoire de 5e ou de 6e, je crois que c'est en 6e qu'on étudie ça, de 8 heures, quoi. Donc, là, de la même manière, le classiste, quand il étudie le 21e, 22, en gros, l'ère pré-ignocéenne ou etc., il écrase forcément et découvre dans le désordre. Et donc la cellule contemporaine de Napoléon. C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on fait dans les. Franchement, c'est ce qu'on fait mais évidemment, mais oui, bien sûr. C'est ça, quoi. Et comme disait Victor Hugo, à la cellule. C'est ça, c'est exactement le genre d'erreur. Il n'est pas impossible que les personnes du classisme pensent que le cercle de Vienne ait commencé la cellule. Hein. Exactement, mais il me semble. Est-ce que quelque part c'est pas le cas? En réalité, c'est dans l'autre sens. C'est la cellule qui a commencé le cercle de Vienne. Ouais. Pour Sens, la temporalité est une notion inexistante. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'ici, apparemment, ça fait pas de débat. Vademecum, Sens, c'est lié. C'est évident. Tu le dis. C'est évident. Attends, Ron, à la dernière page de Vademecum, il est dit que les deux, enfin que au moins l'une des deux, travaille avec la cellule. Ok. Donc, en fait, ce qui est évident, c'est qu'ici autour de la table, il y a que des MJ du jeu. Il n'y a pas eu de gens qui ont joué le jeu sans. Parce que ça, c'est un point de vue de MJ. De Vademecum. Vademecum, pour le moment, je n'y ai que joué. Alors, avec toi. Oui, mais tu as lu le livre. Mais j'ai lu le livre après. Voilà, c'est ça. Moi, les joueurs. Mais déjà, quand j'y ai joué, je voyais des liens. D'accord, ok. Ne serait-ce qu'en jouant Queen et en ayant la vision d'Ignos, c'est en sortant de Vademecum que j'ai pour la première fois théorisé que Azilise était probablement une réincarnation en quelque sorte d'Ignos elle-même. Other Ignos. Je suis pas forcément convaincu à 100% de cette théorie. Est-ce qu'on peut expliquer la théorie sur Azilise qui est la cousine de Miphos et qui ça passe par John Groda et des sombres personnages. Je te remercie Fabien parce que je voulais l'aborder une fois que tu avais fini ton arc. En effet, donc tu disais que le classisme maîtrise le clonage parmi les technologies oubliées. Le classisme, donc, qui a été fondé, entre autres, cofondé par un mec qui s'appelle John Greda, qui fait partie des 12 fondateurs. On est en 391 après Ignos, quand il fonde le classisme avec Alpha Oberon et d'autres. Alors, John Greda, c'est qui ? C'est un mec dont on trouve des occurrences dans John Cosmo, j'allais dire, dans Sens Cosmo. John Cosmo, ça le fait. Tout le monde est John, hein. Le prochain jeu de rôle en 6 tomes, mais qui n'en font que 4. John Renaissance, John Mort. C'est aussi celui qui a fondé probablement la compagnie qui a permis de créer le pistolet que porte Gladius, d'après Sens Renaissance. Il porte un Greda. Intéressant. Donc apparemment c'est un marchand d'armes lui aussi, comme la famille Cetra. D'accord. Comme la famille Wittgenstein en fait. Comme Rimbaud. Ouais. What the fuck. On m'aurait menti. Non mais par Rimbaud c'est un membre de la cellule aussi, non ? Ouais, mais c'est pas mon préféré. Toute la famille... Et la famille Cahuzac aussi. Bon, je pourrais vous en parler des autres histoires de familles qui vendent des armes. On pourrait parler aussi des membres de la cellule qui ont travaillé pour les services secrets français et qui ont des contacts avec la Russie. Mais après, il faudrait... Tout ça, c'est parfaitement exact. T'arrêtes de tout dévoiler. On va aller au cul. Hein. Bon, pour en revenir à John Greda, le mec fonde le classisme avec 11 autres comparses, dont Alpha Oberon. Donc on est vraiment sur les débuts de l'Empire décadent et grandiloquent de Sens. Ouais. C'est un mec qui est connu pour avoir des filles. Beaucoup de filles. Que des filles. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas à des histoires de clonage à tel point qu'on les appelle les filles de Greda, quoi. Il y a carrément un... Une seconde, tu reprends juste après. Les 12. Comme les apôtres. Ouais, voilà. Bon, Vademecum, les débuts du classisme, tout ça. Bon, voilà, continue. Exactement. Donc, les 40 filles du docteur Greda. Et c'est ça. Non mais oui, c'est ça. J'y avais pensé, hein. T'inquiète. Est-ce que tu as le nombre exact de filles ? Il n'est jamais indiqué. Okay. J'ai cherché, hein. T'inquiète. Romaric sourit.
tout en Non, caressant je un sais, chat je et en sais, mettant je son savais petit pas. doigt dans la bouche. Est-ce que ces filles seraient innombrables? C'est impossible. C'est impossible de ne pas être amusé par toutes ces théories. En même temps, il y a des trucs sur lesquels je tique, donc j'essaye de cacher mes émotions. Voilà. Parmi toutes ces filles, il y en a deux qui sont vraiment significatives, qui sont Marie et Tiffany. Parce que Marie, donc ce sont vraiment les filles directement de John. Hein. Et Marie va se marier avec un certain Nazareth Esther. Marie, Nazareth, je vois pas le lien. Oui, et surtout, c'est pas du tout les parents d'Azélise. Hein, je rappelle donc que Marie et Nazareth Esther sont les parents de Azélise Esther, dont on apprend le nom dans Sens Cosmo. Puis un type qui s'appelle Nazareth, effectivement, doit y avoir strictement aucun lien avec Vademecum. Aucun, absolument. Et Tiffany Greda, elle, va se marier avec un illustre inconnu qui s'appelle Delta Oberon, père de Bran, de son état. C'est-à-dire qu'elle a elle a une première union avec. Non, c'est Tiffany, pas Marie. Ah oui, d'accord, Tiffany ok. et Marie, ouais. Donc c'est le beau-frère des parents de. C'est ça. D'accord. Et donc, alors j'ai revérifié, ouais, effectivement, c'est bel et bien Chrysaor qui est le fils biologique de Bran Oberon. Mais ça veut dire que Chrysaor et Azélise sont cousins, et Azélise et Miphos sont cousins au moins par alliance. Déjà, c'est un lien que je Une trouve. vraie famille de hobbits. Voilà. C'est assez étrange tout En ça. moins poilu. T'en sais rien. Tu les imagines comme tu veux. Azélise est décrite comme glabre. Il y a autre chose, c'est Marie C'est Greda, un truc donc de plus que lui a enlevé Classis. enfin Marie Jérôme. Esther née Greda, la mère d'Azélise, Ouais. qui à la fin de sa vie, on retrouve des traces de son nom parmi les membres du Classis. Et même on la retrouve parmi les personnes qui relancent le Classis en 517. Les rares personnes qui relancent le Classis après la perte d'activité en 517 sont entre autres Marie Greda. Marie Greda, dont je rappelle que elle devait avoir un certain âge à ce moment-là, quoi. Enfin, et surtout, on parle d'une famille qui avait beaucoup d'argent. J'imagine que cet argent, on ne nous dit pas si la famille a perdu cet argent. Donc ça se trouve, les entreprises existent toujours. Ça se trouve, il y a toujours des héritières Greda. J'ai parfois même envisagé de faire des liens avec les Cétras. Dans la continuité justement de la vente d'armes, etc. Tu vois, d'essayer de trouver des liens. De dire la noblesse, tu vois, elle essaye de se. Dans de les se 12, rassembler. il n'y a pas un Cétra? pourrait. Si, il y a Franchement, un pourrait. Cétra parmi les 12. Ok, d'accord. Il y en a un. Moi, je savais plus si je l'avais mis. Mais c'est marrant ce que tu dis, ta Ça réflexion est très sur. intéressant parce que ça renvoie à un podcast qu'on avait fait sur la dimension familiale de Sens pour Oui. moi. L'héritage. La parentalité. Voilà, la parentalité. Et ta réflexion sur le fait de les lier à la famille Cétra, c'est vachement intéressant parce que je sais plus si c'était hier soir ou ce matin, j'ai la tête encore un peu bulleuse, mais on discutait et j'ai fait la réflexion à un moment sur le ton de la blague que les Greda c'était un peu la famille Dark Cétra, quoi. Oui, c'est ça. Plein de thunes, Ouais. et du coup a priori dans les marchands d'armes aussi, Ouais. mais qui œuvrent dans l'autre Là, sens. il y a le Bon, côté- enfin, la famille Cétra, à part Michel, ils sont pas très sympas non plus. Hein. Non, c'est même des ordures, tu peux le dire. C'est qui Michel Cétra? Alors, et juste pour finir, Pourquoi John. pourquoi tu le trolls là-dessus? C'est une blague récurrente. Parce que c'est un personnage qui peut totalement être inexistant dans Sens Renaissance. Ouais. Et donc, du coup, à côté desquels certains joueurs, personnages, MJ passent complètement. Et du coup, c'est un personnage qui peut, à l'inverse, être complètement surinvesti par les joueurs. Et C'est en fait, central. en gros, si tu veux, c'est un des seuls personnages comme ça où soit tu peux complètement passer à côté, tu t'en fous, et du coup, ce sera l'illustre inconnu, c'est qui Michel Cétra. Soit au contraire, il va être hyper important parce que c'est le mec qui Mais t'apporte du pognon. Ça c'est vrai pour C'est- pour beaucoup de persos de sens. Alors Non, qu'à ça, côté, c'est- il y a des non, c'est pas personnages vrai. comme Ah ouais, c'est Conrad incontournable. où Pensez tous à personne Conrad, les gens. jamais ne s'y Rappelez-vous de intéressait. Conrad. Oui, mais Conrad n'a pas autant d'importance dans la suite de l'histoire. Alors que Cétra peut avoir énormément d'importance C'est dans vrai. Cosmo. Si tu veux lui donner une Ne serait-ce que pour son lien avec importance, Selenium. Voilà, exactement. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Il est carrément, Mais il peut Conrad- être omniprésent dans un scénario. Conrad peut déterminer l'avenir de la Terre dans Cosmo. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai, mais Pour un mec qui fait du bodybuilding. oui, non, d'accord. Mais Ça, non, c'est de la rillette. C'est vrai qu'il devient administrateur et C'est compagnie, écrit. compagnie. Mais pour autant, il a moins d'importance dans la mesure où il est moins proche des PJ. Il sera toujours Conrad. Ce sera toujours. Mais On en entend parler. il est revenons-en sur Terre. à John Greda. Oui, pardon.
Mes excuses. Il n'y a aucune trace de la mort de John Greda, alors que c'est un mec qui a l'air super important. Sur ses filles, on n'a pas le nombre exact, on n'a pas ce qu'elles ont fait. Tiffany et Marie, on n'a pas de nouvelles de ce qu'elles deviennent. Et c'est quand même un peu bizarre. Surtout que, alors, la dernière occurrence qu'on arrive à retrouver du truc, c'est en 890. Donc 358 ans après la mort des derniers membres du Classis, on retrouve une occurrence du nom de Maria Greda, cette fois-ci. Maria, qui est la cofondatrice de Passion. Alors là, chers auditeurs, auditrices, on est arrivé au boss de dernier niveau. Ça y est. Romaric nous montre sa vraie forme. Jérôme a réussi à déclencher l'événement de Romaric vient de sortir la première base de Sens. Non, je voudrais juste vérifier quelque chose. Oh mon dieu. Behold my true form. Sortez vos D12. Sens de 8, sens de 8, la 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 la, sens de 8, sens de 8, sens de 8. Ça, c'est le moment où il faut les arrêter. Ou des 12 en plus, non? Je vous rappelle qu'on a des auditeurs. Je vous rappelle qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Non, attends, Non, on n'est pas entre nous là? Mais personne ne nous regarde pas. Non, Personne ne nous écoute, donc. mais les gens ne Donc, nous voilà ce que regardent j'avais pas. à dire grosso modo sur John Greda, et ça me semble être un truc super central en fait, ce mec dont on nous dit rien et qui semble être au cœur d'un truc vachement important de la création du Classis, de futur, arrière grand-père de Miphos et de Bran aussi, par extension. Enfin, ce mec-là, c'est pas n'importe qui. C'est le genre de truc un peu comme la Varia et Monsieur Chozo qui sont finalement assez sous-exploités dans la base par rapport à tout ce qui est posé. La question est de savoir si on doit créer autour ou si c'est de l'espace libre pour créer autre chose après pour Romaric. Alors, par rapport au Chozo, c'est plutôt une référence à Metroid. Il y a un oui, peu de mais fan. la Varia elle-même en tant que matériau un peu voilà. à part. Non, François, pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que les deux autres matériaux un peu à part qu'il y a dans Sens ont quand même une signification importante, que ce soit la métallite ou la philonite. Ce serait surprenant pour moi que la Varia n'ait pas quelque chose derrière. Ah d'accord, ok. Pour moi, c'est très clair, François, ce qu'on doit en faire. On doit pas, à mon avis, s'en servir pour créer des scénars et le mettre au joueur, parce que clairement, sinon, tu crées une suite à Sens, tu fais Sens 2 limite, hein, à la recherche de John Greda et de ses filles. Ça pourrait être le sujet d'un scénar dans tu ne peux pas vraiment le savoir à moins de fouiller Sens Cosmo comme un illuminé, quoi. C'est ça que j'aime bien dans cette théorie de Jérôme, et c'est que en fait, c'est un truc pour les pas MJ. quelque chose qui peut t'apparaître. En joueur, non. Je veux pas sous-estimer la première théorie que tu nous exposais, François, mais le bas-relief de Sens Néant nous oriente bien vers l'idée que Classis et Azilis ont eu un enfant et qu'il y a quelque chose autour de cet enfant. Autant la théorie de Jérôme, il faut vraiment aller la chercher, repose sur un ensemble, sur un faisceau d'éléments. Il faut vraiment aller chercher tous les éléments pour reconstituer le puzzle. Donc ça fait partie des trucs qui sont vraiment bien cachés. Je suis assez surpris que quelqu'un ait été jusqu'ici, à vrai dire. Alors ça, par contre, c'est une chose importante dont il faut parler, c'est l'avantage du cube. En fait, comment fonctionne le cube? C'est une conversation Messenger. On se répond du tac au tac. Et en se répondant du tac au tac, on rebondit sur les idées des uns et des autres. Et du coup, c'est vraiment une discussion entre potes, mais qui finit jamais. Enfin, il faut quand même que les gens prennent conscience que moi, j'ai appris que le petit badge qui indique le nombre de messages dans une conversation est bloqué à 99+ sur Messenger parce que j'ai passé une nuit sans lire les conversations du cube au début. Il faut se rendre compte de la masse de messages que ça représente. C'est énorme. C'est énorme. Et réellement, à force de se rebondir dessus comme ça nous permet de sortir ces théories qui vont loin, qui vont sans doute pour la plupart trop loin, mais je crois savoir de sources sûres qu'il y en a quand même un bon paquet qui tombe assez juste. Et quand des fois on arrive à quelque chose d'un peu construit, d'un peu précis, on essaie de poster sur le forum
pour histoire de faire partager les copains. Bien sûr, Et s'il y a des dinosaures qui ont connu ça, en fait, ça ressemble plus à un chat IRC qu'autre chose. Vraiment, c'est un truc où on parle à toute heure du jour et de la nuit, on dit n'importe quoi. Et au milieu des discussions sur Sens, il y a moi qui demande qu'est-ce que je peux faire avec mes 5 kilos de ketchup que je viens de récupérer. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de flou aussi, c'est pas non plus. Et comme vient de le dire très justement Garrick, j'ai voulu aussi, parce que quand j'ai vu que vous commenciez à émettre des théories, j'ai dit attendez les gars, vous pouvez juste pas laisser ça mourir sur un truc Facebook, quoi. Il faut que vous les partagiez, que vous les mettez sur le forum, parce que ça donne des idées de scénario. Ça montre aussi que dans Sens, un élément. Fabien a bien montré, je pense, comment Sens s'articule et crée du désir de recherche, de symboles, etc., à travers les codes que j'imite, que j'ai repris, etc. Mais un autre truc, des sectes. Non, parce qu'il n'y a pas ce côté. Ils n'ont pas besoin de me donner. Ils n'ont pas à me donner de l'argent pour accéder au savoir. D'accord. Mais effectivement, oui, il y a une. La figure charismatique. Il y a une mécanique religieuse à tout le moins, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses à trouver vraiment. Et c'est ça en fait, parce que si tu te contentes d'en avoir juste la forme, ça fonctionne pas. Il faut que tu récompenses en fait, même après la fin de l'écriture, il faut récompenser ces gens qui continuent de chercher. Tu vois ce que je veux dire, Fabien ? Pour avoir un jeu à secret qui marche, là c'est, je sais pas si on passe en mode garage, mais il faut aussi que vous ayez, qu'il y ait vraiment des secrets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste qu'il y ait des trous. Greda, par exemple, trouver, quoi. Tu peux pas dire que je l'ai pas inventé, que c'est pas moi qui ai pensé. Je veux dire, j'ai encore des schémas dans mon bureau. Oh putain, je reviens. Il a des schémas, la généalogie. J'y vais. Exactement. J'ai fait des arbres généalogiques de plein de familles nobles, justement pour cacher des éléments de ce type-là. Donc, tu n'en as découvert qu'un seul. Ah oui, et moi, pour le coup, Greda, moi j'étais vachement content parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a du concret. Et là, tu découvres vraiment un truc. Ouais, comme ces jeux vidéo là où on dit, tu sais, les jeux de baston extrêmement exigeants ou quoi, où on dit, c'est des jeux qui te récompensent pour l'investissement que tu y as mis. Il y a ça dans le sens. Mais vraiment, si tu savais, à force de fouiller dans mon sens cosmo, de ouf lié à un truc comme ça, qui toi te rendrait dingue. Je t'en ai déjà un petit peu parlé dans le cube. J'ai donné des indices, mais tu l'as jamais. Mais tes indices dans le. Spoiler, mais putain. Tu peux te les mettre dans ton cube. C'est les chiffres trop bizarres dans Cosmo là, on n'arrive pas à comprendre. Ils ont été décodés ceux-là. Ah ouais, c'est quoi? Ils ont été décodés grâce même pas au cube, mais grâce à une conversation sur le forum. Il y a eu 2 sujets en parallèle sur quelques jours où on était 3 dessus, on a fini par comprendre ce qui se passait. Enfin, il me semble, si c'est les chiffres qui sont sous une flèche dans Cosmo dont tu parles, oui, c'est alors c'est notamment parce que Romaric m'a fait une dédicace sur un autre bouquin qui utilise le même système de codage que j'ai pu réussir à trouver ce que c'était. Des petits indices comme ça de temps en temps parce que sinon je ne trouverai jamais. En fait, chaque chiffre se réfère à un numéro de page et ça doit être la première lettre de la page, quelque chose comme ça. D'accord. Je crois. Ou un déplacement de page par rapport à la flèche, du coup on remonte. C'est du cryptage de base. Et ça dit quoi alors? Ma dédicace disait merci et la phrase. Alors, on avait théorisé dessus sur le forum, je sais plus exactement ce qu'elle disait. Je vous ai bien eu. Non, mais c'était une phrase. Ta mère joue à Sens en enfer. C'était une phrase du genre méfie-toi, Enfin, moi j'y lisais quelque chose, une corruption de Classis à l'intérieur de la rune de Cosmo qui prévenait Miphos qu'il fallait continuer de faire semblant jusqu'au bout. Je me rappelle que c'était mon analyse, je me rappelle pas de la phrase exacte. D'accord. Voilà. Bah c'est bien parce que comme ça tu la spoiles pas. Voilà. Et c'est pas plus mal en fait. Garrick. Peut-être. Enfin, moi je voudrais revenir sur ce qui a été annoncé. Asilis pourrait être création, Classis pourrait être néant. Ça me semble opportun, il me semble qu'on a fermé un peu plus ou moins tous les autres sujets de discussion. C'est quelque chose que j'avais mis dans le c'est quelque chose que j'avais mis dans le forum sur un thread que j'avais appelé la cathédrale d'Asilis. Ouais, parce que donc Asilis étant un personnage où on sait à peu près rien dessus, c'est le personnage de toutes les théories. Et en fait, donc c'est une théorie comme ça. Hein, comme quoi, et si en fait Asilis était Sens? Alors peut-être pas le sens, mais un sens. Parce qu'en fait, alors pour ça je m'appuie un petit peu de ce qui est raconté sur toutes les théories de Wittgenstein dans le monde logique, puisqu'en fait Asilis n'ayant pas de sens, tout ce que peut percevoir Asilis est uniquement cantonné à l'intérieur d'elle-même.
Et donc c'est un personnage qui n'a pas de limite extérieure. Plus exactement, sa limite extérieure et sa limite intérieure. Et s'il n'y a rien du tout pour lui rappeler qu'est-ce que c'est que la réalité en dehors, elle n'a plus que ce qui est intérieur d'elle-même et qui du coup devient automatiquement confondu avec une réalité. D'accord, ouais. Et je vois tout à fait où tu veux en Une venir. ontologie à part entière. Et voilà. Et voilà, c'est une théorie que Soren elle-même aimait dans la fiction. Plus un esprit se limite, plus par ailleurs ses capacités tendent à l'infini. C'est le joueur d'échecs. Exactement, c'est le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et alors, je voudrais juste ajouter. C'est Ryu aussi dans les Chevaliers du Zodiac, non? Ryu dans les Chevaliers du Zodiac. Non, je sais pas. Moi, Shiryu. Ah non, c'est Iki dans les Chevaliers du Zodiac. Puisque dans son combat contre Shaka, combat dont je parle très souvent dans ces micros, qui est un combat fondateur et très important pour Sens, pour comprendre plein de choses dans Sens. Effectivement, dans son combat contre Shaka, au fur et à mesure, prive Iki de ses 5 sens. Et ce faisant, en fait, il laisse à Iki l'unique sens, qui est le 7e sens, qui est donc le cosmos suprême. Et bam, le sens de l'orientation, bam, le sens de l'humour. Et donc, en contraignant, en fait, en compactant, si j'ose dire, toute l'énergie dont dispose Iki, et en le faisant se concentrer sur un seul et unique sens, le 7e, il atteint une certaine forme d'infini. Et paf, ça fait cet entra. Et de divinité. Mais oui, mais complètement, on retrouve les thématiques. Je voudrais juste appuyer ça, puisqu'en fait, donc Azilis, ce serait la volonté compactée à l'extrême, en fait. Oui. Ouais. Et en fait, j'ajoute, dans le muséum sur Jupiter Alpha, il est marqué c'est lorsqu'on arrête de chercher Dieu qu'on le trouve. Azilis, c'est quelqu'un qui n'a même pas l'idée de Dieu, enfin elle est en dehors. Donc c'est surtout quelqu'un qui est sous notre nez depuis le début. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire quand on arrête de chercher Dieu, on le trouve. C'est qu'il est partout, il a toujours été là. Et alors donc pourquoi je disais ça me fait penser à cette idée que Azilis serait création, Classis serait sens. Là pour le coup ça devient vraiment de la spéculation, mais si c'est ça, est-ce que ça veut pas dire que finalement, donc dans l'ontologie, on voit Azilis de l'extérieur, Classis serait bien création, Azilis est néant, mais du coup, dans l'ontologie, à l'intérieur d'Azilis, Alice serait création, et Classis qui ne peut qu'exister, c'est son grand amour, Classis ne peut qu'exister, mais là, pour le coup, Classis serait néant. Et à l'intérieur de Classis, il serait création de... Enfin, tu vois, ça fait une espèce de séquence infinie. C'est le puits des mondes, ça. Oui, mais c'est ça, en fait. Les deux miroirs qui se font face. Voilà. C'est donc voilà quoi, c'est une théorie. Il y a peut-être encore des choses à développer, mais c'est une théorie que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'y souscris même totalement. À quoi mesure-t-on une bonne théorie de sens ? Qu'est-ce qui vous fait que vous, quand vous y pensez, parce que vous avez plein de théories de sens qui pop dans votre tête, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites putain celle-là elle est bonne, il faut que je la foute sur le. Est-ce que tu as des frissons quand tu te la révèles à toi-même ? C'est ça, ouais. C'est un bon moyen de jauger. Comme pas mal de théories quand elle est explicative, tout simplement. Quand elle explique beaucoup de faits. Tu vois, si je te dis, en fait, Mifoscadria, c'est une crème glacée, c'est une théorie. Elle n'est pas très explicative, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu peux tirer du fait que... Un Mifo, ça repart. Ça repart, voilà, et puis la glace. Faut qu'elle donne un sentiment d'unité, un peu d'une certaine manière, je trouve. Ouais, c'est ça, mais c'est ça en fait, c'est l'explication, tu vois, ça donne de la cohérence à un ensemble de faits disparates. Bien sûr. Vincent. Il y a aussi autre chose, c'est que dans le cube, il y a quand même des gens qui connaissent vraiment bien l'œuvre. Ça se voit. Là, je suis sûr qu'il y a la plupart des auditeurs, vous les avez perdus depuis 3 plombes, tellement c'est poussé en fait en termes de... Et le fait de soumettre à ces gens-là une théorie Vincent. Permet, quand ces gens-là disent « Ah oui, pas mal », et quand ces gens-là n'arrivent pas à la contredire, c'est qu'il y a quelque chose quand même à aller chercher. Il y a aussi autre chose, c'est que moi, personnellement, je passe mes théories à travers plusieurs filtres. C'est-à-dire qu'il y a le filtre factuel, et je choisis bien mes mots. Qu'est-ce qui est écrit dans les livres ? Qu'est-ce qui se passe dans le sens ? Je le passe aussi au filtre du symbolisme. Ça, c'est un secret pour personne, hein, c'est une œuvre symboliste pour toi. Et tout ça, en général, on tombe jamais très loin quand une théorie est bonne. Et il y a Fabien. C'est un peu beauté en touche comme réponse, mais il y a la dimension cool, quoi. Parce que Ouais. ce serait pas super cool si ils étaient tous issus de la même famille. C'est un peu ce qui fait la force de la fameuse théorie Jar Jar Binks est un seigneur Sith. C'est qu'à la fois elle est très explicative de plein d'incohérences. Tu vois, elle est explicative de tout un tas de faits qui sont incohérents. Bon, et
Et en plus, ça permet de se guérir du traumatisme que sont les films de la prélogie. Donc à la fois c'est explicatif et en même temps ça recrée du cool, tu vois. Donc moi en fait, j'aime bien la prélogie globalement, et puis en vrai, si tout le monde n'avait pas détesté Jar Jar Binks, c'est Star Wars. En fait, il l'aurait fait. ce qui est intéressant, c'est que prévu. quelque part, une théorie correcte, dans ce sens-là, nous fait du bien. Nous fait du bien, nous rend heureux en fait, parce qu'elle nous permet d'unifier de raccourcir, en fait, de nous économiser des moyens intellectuels. Dire ah ben en fait c'est que ça. C'est pour ça que François met Classis partout. c'est un des plaisirs de la science, c'est que ça te donne de la Exactement. enfin c'est pas toujours vrai, mais enfin parfois tu as des moments de clarté mentale où tu arrives à te dire ah ok je comprends un phénomène aussi petit soit-il. Exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'attendais à ce que vous me répondiez peut-être des choses plus pratiques, du genre, ça nous permet de créer des scénarios, ça nous permet de... Oui, Jérôme rigole. À la rigueur, En ça fait, permet. Ouais, parce que Non, pas du tout. Ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Non, alors ça permet Ah. pas de faire ça. Cependant, ça permet des fois d'être plus à l'aise pour jouer certains personnages. Voilà, Euh, c'est ça. Ça, je suis Typiquement, les immortels de sens, quand on a une vague idée de théorie de ce qui peut se passer dans leur tête à ce d'accord. moment-là, Ils ont de ça la peut aider. profondeur d'un coup, mais C'est du coup, on peut jouer cette quand profondeur. Classis, derrière, on a une vague idée de quelles intentions il peut avoir, ou au moins quelles intentions il va faire semblant d'avoir. Si on ne croit pas à un mot de ce qu'il dit, on peut considérer que c'est ça. On peut le jouer. Ouais. Et on joue pas non plus Soren de la même manière quand on la pense complètement bête et ignorante de tout ce qui se passe, ou quand on sait qu'elle est dans un plan complexe avec Classis. Voilà. Tout à Enfin, fait. C'est Garrick. pareil, enfin, ce que je disais à l'instant sur cette dualité Classis-Azilis. Une fois qu'on s'est posé la question de mais si en fait ça se trouve ils sont à la fois ils peuvent être à la fois néant et création en même temps. Ouais. On ressent très très fort ce lien de dualité qui existe entre ces deux personnages, et du coup c'est plus facile de se mettre dans la peau de l'un ou de l'autre, et quand on va recevoir des questions des gens, essayer de donner au moins des éléments de réponse, des pistes, des indices. Et vas-y, Vincent, je t'en prie. Excuse-moi, Rob. Non. Et pour te répondre, j'ai développé une théorie dans le cube qui est que dans Sens, il y a 3 jeux. Ah oui, ça, ouais, c'est intéressant cette théorie. veux bien Et tu je me pense que l'expliques, ça ouais. répond bien à ce que tu dis. Il y a le jeu pour les joueurs, Tout donc à le fait. jeu de rôle classique. Il y a le jeu pour le MJ, Tout à fait, ouais. qui est différent. Et il y a le jeu pour le lecteur. Tout à fait. Et Le je commentateur. Oui, le commentateur. Oui, c'est Et comme je ça qu'il pense s'appelle dans le que code. le 3 cube, niveaux. ça répond à ce niveau de jeu, commentateur. Après, l'intégrer, moi j'y passe vraiment beaucoup de temps dans le cube. Je suis en train de maîtriser une table qui vient de commencer néant. Inévitablement, toutes ces théories, je les ai en tête quand je joue Classis, quand je joue Azilis, quand je joue tout ça. Est-ce que ça fait un meilleur jeu ou pas? Je sais pas. En tout cas, je pense Alors. que mes personnages sont plus simples à interpréter. Vraiment, mon expérience de la chose, c'est que le maître de jeu de Sens est dépositaire de secrets, etc. C'est clair et net, c'est la résistance asymétrique que tu as parfaitement bien... Ouais, rétention, bien, fascination. rétention, fascination. Séduction aussi. Plus tu es toi-même convaincu de disposer de secrets autour du jeu, plus tu es convaincant quand tu maîtrises Sens. Parce que du coup, toi-même, tu vis en fait l'expérience d'être dépositaire de secrets et qu'il y a des choses à creuser, etc. Il va y avoir le petit sourire que tu vas donner à Soren à un moment donné. Puis les joueurs vont se dire, mais pourquoi elle sourit à ce moment-là? Toi, tu sais, eux ne savent pas. Ou en tout cas, tu crois savoir. Parce que ce qui compte, dans le fond, dans Sens, c'est pas de savoir la vérité, mais de penser détenir un secret. C'est ça qui compte. C'est le fait, pour être dans une bonne attitude en tant que meneur de Sens, penser qu'on a un secret à sa disposition est suffisant. Il n'y a pas besoin d'être certain que ce secret soit bon. Tu vois ce que en fait, c'est cette attitude ludique, parce que pour moi, c'est une attitude ludique, la recherche de secrets. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du jeu. Pour moi, on reste dans le... Eh bien, elle est suffisante pour être un bon meneur de Sens. Et c'est ce que je craignais vraiment fort de ne pas pouvoir transmettre quand j'ai écrit ce jeu. Je disais, il n'y a que moi qui vais pouvoir le maîtriser, ce jeu. Parce qu'il n'y a que moi qui connais les secrets
comme je les connais, qui croient les connaître comme je crois les connaître. Il y a un autre aspect aussi, à mon avis. Et au final, non. Ça a déjà été abordé dans ces micros, à propos notamment à propos de la table des podcasts que tu fais en ce moment, et de leur capacité à avoir des révélations en avance, et du fait que c'est probablement notamment dû à des biais que tu apportes dans le jeu. À mon avis, le fait d'avoir des théories construites en tête quand on joue permet de les faire forcément filtrer au travers de notre jeu, et ainsi que l'imaginaire des joueurs corresponde au nôtre. Alors que si on n'avait pas de théorie, on va lancer des faits, des choses, on va jouer sur un peu du vide. Eux, ils vont peut-être avoir des théories qui ne correspondront pas aux nôtres, et du coup, on ne pourra pas construire dessus ensemble. Donc à mon avis, ça apporte un meilleur jeu. Garrick, alors, j'apporte une petite particularité dans la bande, puisque avant d'être MJ, avant d'être ça, moi j'étais joueur à la table de François. Et c'est terrible. Et ça crée des monstres. Et je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire quand je me rends compte quand je discute avec Vincent, avec Jay, avec je vois que tu es mon fief et disciple, et c'est-à-dire qu'on n'a pas la même connaissance de sens, c'est-à-dire que moi j'ai traversé au travers de l'interprétation de François, et donc en fait pour moi il y a des choses qui vont être marquées dans le livre, qui vont être marquées dans les bases, mais qui sont moins importantes parce que le filtre de François MJ a apporté des choses, a changé des perceptions, parce qu'il y avait ces théories de l'époque, parce qu'il y avait des choses. Et en fait, donc, c'est une connaissance différente qu'on a. Et donc, toutes ces théories qu'on monte, c'est un peu le filtre qu'on applique sur le jeu. Et donc, les gens qui vont jouer avec nous, du coup, verront au travers de ce filtre. Si on fait venir des joueurs de la table de Vincent, de la table de Jay, il y aura ils diront peut-être pour moi les choses sont vraiment comme ça, parce que il y avait tout ce filtre perceptif. En fait, Garrick, le simple résumé de ce que tu dis, c'est que les runes que toi tu connais, c'est les miennes. Mais exactement, le classiste. Tes runes. Non, alors, bon, moi je vais abonder dans votre sens, malgré l'hérésie que vient dire François. Quelle hérésie? Ouais, non, mais l'hérésie, les classisseries 2 minutes, hein. Merde. Jérôme, ça Nifosien, tu brûleras. Ah, les classiciens aussi, hein. T'inquiète pas, les sectaires et les autoritaires dans le même panier. Non, par contre, j'abonde complètement dans votre sens là-dessus, parce que quand on a des théories, effectivement, c'est un prisme qui influence, parce que on est nous-mêmes en fait influencés par les théories qu'on a, et ça va transparaître, qu'on le veuille ou pas, auprès de nos joueurs. Et moi je l'ai vu parce que j'ai eu plusieurs tables à différents moments de sortie du bouquin. Et les tables que j'ai eues avant Néant, je leur transmettais ce que j'avais, mais niveau théorie avant Néant, en vrai. Mais ce qui compte, c'est pas le contenu de la théorie. C'est le fait que les joueurs pensent qu'il y en a une et qu'il y a une profondeur. Oui, mais Romaric, n'empêche qu'avant, il se faisait balader par le bout du nez. Et à partir du moment où j'ai eu Néant, où moi-même je m'interrogeais beaucoup plus, c'était pour eux, ça a transpiré, tu vois, même chez eux. Alors que mes joueurs actuels, là, de ma table présente que j'ai en ce moment, j'ai lu tous les livres avant, et là, au milieu de Sens Renaissance, ils avaient déjà théorisé la moitié des révélations de Néant et de Chaos. Dès que tu fais intervenir Classis, tu mets des paillettes, une lumière et tout. Attends, la lettre d'adieu à Dieu, tu l'as fait avec de l'écho. Attends, ils l'ont pas encore eu. Hein. Tu le déifies, alors que normalement c'est le passage où il est censé être le plus humain. Mais dans Renaissance, il est passé en pédalo une fois, il pouvait pas faire des théories folles dessus. Les seules choses que j'ai ajoutées dans Renaissance par rapport à la base, c'est Akina et un scénario où il se situe à Paris, et donc il y a un laboratoire de la cellule qui est trouvé, et le Kabuki intervient de la même manière que dans Akina. Donc ça n'apporte rien de plus que dans Akina. Je ne te crois pas. À la fin de ce scénario-là, ils étaient déjà en train de m'expliquer que Kabuki et Classis étaient deux faces d'une même pièce, que l'un poussait à faire n'importe quoi et que l'autre allait les contrôler lorsqu'ils faisaient n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? À mon avis, tu as laissé transpirer des trucs involontairement. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. C'est exact. Oui, voilà. Je l'ai pas mis clairement, mais effectivement, ils ont lu au travers. Je pense complètement ça, parce que quand on était à notre table, première rencontre avec Classis, moi le premier truc qui m'est venu, c'est mais on dirait le Kabuki, mais avec un visage souriant, quoi. D'accord. Vincent, tu voulais intervenir? Sinon, moi j'ai une petite conclusion à ce podcast, que mine de rien, il y a déjà 1h30 de podcast. On pourra en refaire d'autres sujets. Pour une fois que tu fais pas un podcast sur Sens qui se torche en une demi-heure.
Il n'y a pas de problème, on pourra refaire. Je rebondis même plus sur les réactions de Jérôme parce que sinon on n'en finit pas. Pour une fois que. Oui, mais alors le Val, du coup. On en parle du Val et des liens avec Sens. Alors, on en parlera plus tard. D'accord. Je ne veux pas refermer ici toutes les théories que vous en avez plein d'autres. J'aimerais par contre, si possible pour la prochaine fois, que vous les travailliez peut-être un peu plus, que à plusieurs reprises, j'ai pris un peu François de court, tu vois, est-ce que tu pourrais me parler de telle théorie? Puis là, je me dis, ah mince, il faudrait que je me replonge dedans. N'hésitez pas à en préparer d'autres pour des prochains podcasts sur le sujet, moi ça m'intéresse beaucoup. Ce que je voudrais vous dire en conclusion de ce podcast, c'est que il y a quelque chose de magique qui s'est passé dans Sens, et... En fait, alors comment vous dire ? Je croyais détenir la vérité en tant qu'auteur du jeu. J'avais préparé des tas de secrets, des tas de choses. J'avais un certain nombre, une centaine peut-être d'énigmes cachées dans le bouquin, des vrais trucs. Hein. Il y a des trucs où si vous les décryptez, vous obtiendrez des révélations du genre un tel, c'est le fils d'un tel, et ça va vous mettre une méga claque dans la gueule. Donc vraiment, il y a des secrets de ouf à découvrir. Vous avez découvert. Ce qui est génial, c'est que mettons, s'il faut vous me donner un pourcentage, vous êtes à, allez, 15%, 20%. Mais ce qui est un truc de ouf, c'est qu'à travers votre recherche, vous en avez découvert d'autres qui n'étaient pas prévus. Et c'est là que moi, ça me mindfuck. C'est-à-dire que ce que je me dis, c'est qu'en fait, je croyais connaître mon travail. Je pensais avoir tout maîtrisé, tout contrôlé, etc. Et grâce à vos théories, vous êtes en train de faire de moi un joueur comme les autres. Sens ne t'appartient plus, Exactement. Romaric. Et le premier qui m'a fait ça, c'est Fabien. Quand il est arrivé avec sa théorie sur l'hérédité, j'avais pas du tout envisagé le truc. Évidemment, il y a des choses inconscientes qui s'expriment dans un travail. Mais du coup, quand on croit tout contrôler, et qu'on découvre qu'en fait, on a mis beaucoup plus dans son travail et que c'est cohérent, c'est-à-dire que les gens vont dire, regarde la cohérence ici de ton problème héréditaire, de ta culpabilité vis-à-vis de ton héritage. Regarde comme la notion d'héritage traverse tout ton travail. Écoutez Miphos qui parle. Et là, tu fais, pas uniquement Miphos, ils ont tous des problématiques de ce type-là. Tous. Oui, mais je parlais de la volonté de tout contrôler. D'accord. Mais oui, mais évidemment. Quand tu travailles, quand tu es un auteur... tu veux donner vraiment des choses. Enfin, sérieux. 600, ça a mis 20 ans, 10 ans, je sais plus, 15 ans à s'écrire. Moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité maintenant. C'est qu'il y a une raison. Tu sais, les gens un peu débiles qui te disent ah oui, la prof de français en lycée, elle lit vraiment n'importe quel thème dans tel auteur. Non, c'est juste que c'est des thèmes qui s'expriment de manière inconsciente, tu vois, ouais. Et que qui travaille l'auteur lui-même. Le propre de l'interprétation, c'est d'arriver à montrer des choses qui sont pas évidentes, qui ne se donnent pas. Est-ce que tu aurais cru, est-ce que tu penses ça concevable que un jour un auteur puisse découvrir un secret dans son propre travail et avoir la sensation qu'il était prévu par quelque chose d'autre, par une force qu'il avait mise là. Je pense qu'il y a une manière plus simple de présenter des questions d'herméneutique. Alors à nouveau, j'espère que... Enfin bon, c'est pas moi, c'est Regarde Valentin derrière. L'herméneuticien, mais il y a une manière plus simple de présenter l'herméneutique. Il y a un texte d'Umberto Eco dans lequel il dit il y a 3 types d'interprétation. Il y a l'interprétation de l'auteur, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'auteur veut mettre dans son travail, qu'est-ce que consciemment il dit, voilà, c'est dans mon travail. C'est ça. Et ensuite, il y a une interprétation un peu plus, entre guillemets, positiviste, qui est de dire, on va prendre l'œuvre telle qu'elle est, et la replacer dans un contexte, et essayer de ne pas penser à l'auteur, et donc de la prendre telle qu'elle est. Et il y a un 3e type d'interprétation qui est l'interprétation du lecteur. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver dans cette œuvre, qu'est-ce que je veux y projeter. Et si tu veux, je crois pas qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à des choses trop space ou trop, excuse-moi du terme, mais entre guillemets merveilleuses. C'est-à-dire que c'est simplement qu'il y a des forces inconscientes qui s'expriment dans tout acte, et en particulier dans l'acte de création. Ouais. Et que donc, évidemment qu'il y a des choses que toi, dont tu as conscience, Romaric. Ça, c'est une façon de rationner le merveilleux qui me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire, c'est une manière de lui donner une plus grande force. J'essaierai de t'expliquer ça avec Jardin des Esprits, parce que c'est plutôt d'accord avec Fabien pour le coup. Ouais. C'est pas du tout. Moi, c'est un tue-l'amour ce que tu es en train de dire. Moi, à mon avis, au contraire. Moi, j'ai envie de croire que Sens
tu vois, à travers toutes ces théories et tout, et les effets que ça me produit de découvrir des secrets, j'ai envie de croire en mon propre livre, tu vois, de me dire, et si c'était vrai? Pour résumer, tu vois, quelque part. Pour résumer le fond de mon propos, je pense que une autre manière de dire les choses, c'est qu'on est plus profond qu'on ne le croit. Mais nous tous, s'il vous plaît, ça c'est vraiment important comme idée. Donc faites-y attention. On est tous plus profonds et plus larges et plus vastes qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'on est concentré sur notre moi conscient, mais en réalité, il y a derrière nous une foule de personnalités, tout un continent d'inconscient. Et donc, si tu veux dire, en fait, à travers ton œuvre, tu peux explorer ton propre inconscient, tu peux explorer toute cette force qui est c'est pas en toi. L'amour. D'accord, ok. Là, j'ai mieux compris ce que tu voulais dire pour le coup. C'est le vitriol, Rome. C'est en fait le connais-toi toi-même. C'est ça, c'est que écrire une œuvre, Vincent, c'est mettre des choses, une partie consciente, une partie inconsciente, et peut-être qu'on ramène, nous en tant qu'être objectif à analyser cette œuvre, peut-être qu'on ramène des choses à la conscience qui te permettent de mieux te connaître, et que c'est ça les secrets que tu découvres. Mais c'est ça. Oui, mais attends, c'est énorme. C'est-à-dire qu'une chose est de dire que c'est présent dans les œuvres, une autre est de dire que c'est présent dans un jeu de rôle, dans lequel tu as la chance d'avoir une communauté. Parce que là, vous êtes gentil, vous dites oui, effectivement. Mais si j'avais eu que 2 lecteurs, ou même pas, ou que les gens ne s'étaient pas intéressés, j'aurais jamais découvert ces profondeurs-là. Tu vois, quelque part, donc il y a quelque chose dans le jeu de rôle qui fait discussion, qui fait qu'après partie, il y a débriefing, qui fait qu'après, tu vois, qui fait que les œuvres ont une chance, une occasion d'explorer leur profondeur que peut-être d'autres médias n'ont pas. Je crois plus que c'est lié à Sens qu'au format jeu de rôle. Après, moi, pour rebondir sur ce que disait Fabien, je suis assez d'accord et ça rend le truc d'autant plus intéressant. Parce que apprendre des secrets sur son propre univers, à mon avis, c'est arrivé à pas mal d'auteurs de façon collaborative. Je pense aux auteurs de White Wolf, ça a pu leur arriver. Aux auteurs de Star Wars Univers étendu. Alors, pourquoi tu dis que c'est lié à ses propres à Sens? Hurlement, regarde les gens qui te parlent de Hurlement, de leur partie d'Hurlement. Oui, mais est-ce que ça le fait avec est-ce que ça le fait avec... Alors, ADD, je sais pas. ADD, il y a des gens qui écrivent des bouquins sur leur campagne. Est-ce que ça le fait avec Prosopopée? Je ne sais pas. Fred, à mon avis, n'a jamais appris aucun secret sur Prosopopée avec... Enfin, tu vois, tu parlais de secrets, mais j'en suis pas convaincu. Au début, je reviens à ce que j'aimerais finir. Jérôme. C'est ce que tu disais sur apprendre des secrets sur son propre jeu. On est au-delà de ça. C'est ce que disait Fabien en fait. Du coup, on apprend des trucs sur. Tu apprends des trucs sur toi et sur. C'est propre à la. En fait, c'est propre au langage, à mon avis, et à la culture humaine de manière générale. Mais je suis pas d'accord. C'est lié. C'est un phénomène qui est, par exemple, est très fort aussi quand tu vois les fanfictions. Tu vois, c'est-à-dire repenser l'univers autrement, l'interpréter autrement. Et si Harry Potter était dans une relation amoureuse avec Drago Malfoy, tu vois. C'est juste un truc très drôle, c'est que depuis 5 minutes, tout le monde se pique les micros, c'est la guerre. François, mais j'aimerais juste revenir. Tu apprends des trucs sur toi? Non, j'ai la sensation d'apprendre des choses sur les personnages de ce jeu. Voilà, je n'ai pas la sensation d'apprendre des trucs sur moi. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que cette œuvre m'est devenue complètement étrangère. C'est pour ça que je dis je ne suis qu'un joueur comme les autres maintenant. Ce rattachement à ton inconscient te pose problème parce que tu as envie que ça fasse monde à part et que tu n'aies que découvert ce monde d'une certaine manière. Et puis surtout, quel inconscient? De quel inconscient on parle? De celui du Romaric Briand qui parle dans ses micros maintenant, ou de celui qui était au lycée, à la faculté? Parce que ce jeu, il est vieux maintenant. Donc, je veux bien qu'on dise oui, on explore ton inconscient, qu'on m'attribue tout ça. Mais moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un ancien Romaric aussi, que tout ça. Et du coup, je redécouvre ces personnages comme si je n'en étais pas l'auteur. C'est extraordinaire. Il y a c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a une dimension. Excuse-moi, Garrick. Tu voulais. Vas-y, Fabien. Il y a une dimension supplémentaire aussi dans cette idée qu'on explorerait un inconscient. C'est pas seulement ton inconscient. Ah. C'est-à-dire que c'est aussi les projections qu'on a. Tu vois, je te disais, il y a une interprétation du lecteur. Il y a un inconscient, en quelque sorte, de la même manière qu'il y a une triple interprétation, on peut dire qu'il y a en quelque sorte une triple interprétation, tu vois. Moi, quand je lis la question de la parentalité dans Sens, c'est évidemment que ça renvoie aussi à mes propres problématiques et que la parentalité, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, pour Fabien Hildwein. Et c'est pour ça que toi, tu découvres ça dans Sens. Et c'est pour ça aussi. Mais en réalité, je pense que c'est propre à l'interprétation comme phénomène humain et culturel, qu'on est tout le temps en train de projeter quelque chose sur une œuvre de soi-même et que c'est en entrant en résonance. Je dis ça parce que j'ai suivi des ateliers de lecture existentielle de la Bible avec, dans des groupes protestants. Donc on prend une parabole et on lit vraiment mot à mot en essayant de comprendre ce qui se passe, et
le travail, c'est d'arriver à comprendre en quoi le texte nous parle et en quoi il nous parle de nous-mêmes. Et il y a tout un travail pour et donc la Pasteur à chaque fois nous disait attention, ce que le texte dit c'est bien ça. Ça ne peut pas t'empêcher tu peux tout à fait y lire telle ou telle chose, mais le texte originel dans le grec lui-même dit bien ça exactement. Et donc il y a tout un travail de s'explorer à travers l'interprétation qu'on fait d'un texte. S'explorer soi-même. Dis un peu avec mes mots à moi, mais pour moi, ce phénomène, il existe même dans l'œuvre de Sens, et ça s'appelle la lecture sentimentale. C'est-à-dire que les choses sont pas dites de façon forcément très claire et très précise dans une lecture sentimentale. On y arrive, on assiste soi-disant des souvenirs, mais on y apporte aussi de soi, de son interprétation. Et quand on est deux à faire la lecture sentimentale de quelque chose, il n'y a pas forcément beaucoup de dissension, mais si on est 8000 à faire une lecture sentimentale, que chacun y va avec ses petits sentiments, ses affects, son histoire, son passif, à la fin, chacun y voit des choses différentes. Et on y apprend des choses différentes. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de faire une sorte de lecture sentimentale de Sens, en fait ? En tout cas, je note ce que tu viens de dire, c'est une super idée. Si vous avez envie d'une idée pour un scénar de Sens néant, des gens qui veulent atteindre l'ultime sentiment par la lecture sentimentale, ça peut être super cool. Ah, c'est génial. Vous l'avez non, mais par la méthode collective, Vincent, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on le dit. C'est décrit dans le livre, ouais. Ah, moi, tu l'as jamais fait ça, texto les gens qui se disent on va le faire à 8 millions. Non. Ah oui, à 8 millions. Ouais, bah non, moi c'est ça. Oui, on va faire la lecture sentimentale où tout le monde sera dedans. Tu vois, je vois tes yeux qui brillent là, tu vois. Et par contre, juste, c'est le plan de la cellule, ça. Mais oui, désolé, je digresse, mais vous la lisiez en grec et pas en latin. Alors de mémoire, nous on la lisait en français. Ah, d'accord. Mais on avait une traduction et la Pasteur qui a fait donc des études de lecture biblique, si tu veux, pouvait nous dire là quand on parle nous c'était la parabole du fils prodigue. Donc quand on parle de nourriture au cochon, précisément c'est des caroubes, donc c'est tel truc. Donc il faut tu vois, enfin en nous disant bien, par exemple, elle nous dit recontextualise. Donc là il y a tout un travail sur la traduction elle-même en disant, par exemple, la traduction ne dit pas, la traduction française dit c'est un père. Non, la traduction originale dit c'est un homme qui. Donc on ne qualifie pas comme un père tout de suite. Tu vois, des choses comme ça. Et donc c'est un truc très protestant que de mettre le texte directement au contact des lecteurs et lectrices, mais en étant attentif aussi à ce que le texte originel dit. Ok. Faut pas oublier qu'une des transgressions vraiment importantes de Luther, ça a été de traduire la Bible dans sa langue natale, ouais. tu vois, qui ensuite me semble, si je me trompe pas, ensuite est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand tel qu'on l'apprend à l'école et qui est la langue administrative de l'Allemagne, si je me trompe pas. Ok, merci. Alors moi, ce qui me dérangeait, en fait, ça y est, j'ai identifié ce qui me dérangeait dans le propos que tu soutenais tout à l'heure, Fabien, c'est je ne veux pas qu'on m'attribue ces profondeurs. Je n'ai pas envie qu'on dise mais c'est toi qu'on découvre, c'est toi. Tu vois, c'est l'attribution des. Ok, c'est vrai que nous sommes tous plus profonds que nous le pensons, mais ces profondeurs ne nous appartiennent pas aussi longtemps qu'on ne les a pas découvertes, explorées par soi-même, réfléchies, qu'on a réfléchi. Tu vois, c'est comme ces déterminismes qui nous travaillent et qui sont nous-mêmes, mais tant qu'on n'y a pas réfléchi, on ne peut pas dire. On ne peut pas se les attribuer. Pour simplifier, pour moi, ça vient de ton côté éminemment Cosmo. J'ai un sujet de podcast là-dessus. Pour parler un langage que les joueurs de Sens comprendront, voilà, le Cosmo veut voir Sens dans le monde plus que dans lui-même, éventuellement. C'est plus exactement que je ne suis plus trop sûr de. Moi, j'aurais une réponse si on peut reprendre les plutôt ombres, qui est de te dire que ce que tu prends pour toi, ou ce que je prends pour moi, je vais parler à la première personne, ce que je prends pour moi, en fait, est quelque chose de très très petit, mais qu'en même temps, je porte derrière moi des choses qui sont infiniment vastes. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, de qui je parle quand je dis moi. Tu vois. Ouais. Quand quelqu'un... Moi, j'assume ma part inconsciente et le fait que la plupart de mes actes sont incontrôlés. Mais pour une œuvre, c'est très clair, ça devient limpide. Tu vois. Toutes les choses que j'ai prévues et tous les secrets dont je parlais tout à l'heure, les 15%, les 20% qu'ils ont découverts et les 100%,
Ça, c'est des choses qui viennent de moi parce que ils sont conscients, ils sont calculés, ils ont été travaillés, etc. Et tout le reste qu'ils ont découvert, qui représente d'ailleurs plus de 70% de vos propres théories. Si tu vois ce que je veux dire, c'est la masse des choses que vous avez découvertes sont des choses que je n'avais pas prévues. Ça se voit d'ailleurs. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand vous tombez sur des trucs que j'avais prévus, je peux vous aider, je vous aide, etc. Alors que quand vous êtes dans des trucs où souvent vous me contactez, mon mutisme absolu. Un exemple. Les Greda, par exemple, c'est un excellent exemple. Oui, mais les Greda, tu l'avais prévu. Moi, je parle d'un truc que tu n'avais pas prévu. Dis-nous une théorie qu'on a sortie et puis que tu n'avais pas prévue. Parce que oui, celle que tu avais mise, ok, forcément, tu le sais. Mais le problème, c'est que si je le dis, si je dis une théorie, je confirme du coup que les autres sont vrais. Voilà, c'est ça. Parce que j'y ai pensé. Là, je pense à une en particulier. Si je la dis, ça va être décevant. Enfin, il va y avoir un côté. Donc, je préfère ne pas dire celle qui sont... allez. Ah non, je peux pas. Non, vraiment pas. Ce serait. Alors attends. Bon, peut-être quelques-unes. Celle de Miphos tout à l'heure. L'idée que quand on fait la lecture sentimentale dans les bâtiments inversés, si ça se trouve, on est en train de faire la lecture de Miphos, ça c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Et maintenant, je sais exactement ce que j'ai prévu par rapport à ça. Vous voyez, je vous donne quand même des choses. Je sais exactement ce que j'ai prévu et quel est l'objet de la lecture sentimentale. Je peux dire que ce n'est pas Miphos, mais quand il a dit, je sais plus qui a dit, c'est Miphos, je me suis dit, c'est vrai que quand on fait une lecture sentimentale... On peut refaire une lecture sentimentale d'un objet dedans. Exactement. Voilà. Donc c'est peut-être Miphos et du coup, je dans me suis dit, la première. Effectivement, on pourrait le justifier comme ça, et notamment cette scène où on voit Miphos. Effectivement, on voit Miphos, ceci dit. Alors, et il nous voit. Voilà. Donc, ce qui suppose que la lecture sentimentale est faite sur quelqu'un de vivant. Ou avec qui il peut avoir des interactions. Bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est que... non, parce que ça peut être aussi... Il y a aussi un jeu impersonnel. Gary qui dit Chrysaor. Oui, Gary, je ne sais pas si on l'a entendu. Ouais, c'est vrai que Chrysaor est là à ce moment-là. Il y a aussi autre chose, c'est que... Céline, il a été dans les labos. Il dit à Classis qu'il a vu, les laboratoires et qu'il est au courant pour Azilise. Je ne sais pas. Ah. Et Céline est là à ce moment-là. En tout cas, voilà, tu vois, voilà, le genre de truc où tu fais... Et du coup, moi, en tant qu'auteur, il y a un moment donné où on me bouscule avec une révélation que j'avais pas prévue, et du coup, je dois tout recalculer. Il y a un côté, je dois remettre tous les éléments en place en disant, ah oui, et s'il avait raison, tu vois. Et du coup, c'est là que je deviens un joueur comme les autres. Parce qu'à partir de ce moment-là, je prends ce que j'avais prévu, ce que lui, il avait prévu. Et puis après tout, ben voilà, je ne suis qu'un meneur de sens parmi les autres. Je n'ai fait que... C'est aussi pour ça que j'ai voulu cet espace entre le commentateur et le jeu. Dire, moi attention, je suis comme vous, je ne suis qu'un commentateur, et ce jeu, il m'échappe complètement. Enfin bref, je pense qu'on a bien compris les parallèles entre... Enfin, Fabien a bien résumé en plus. Je suis désolé pour mon flash d'il y a une seconde, et de toute façon, alors, je recommande juste dessus pour éviter qu'un commentaire en dessous du podcast ne vienne m'insulter. Non, ça peut pas être Céline, il était trop... Enfin, Miphos est arrivé beaucoup plus tard, il pouvait pas voir Miphos. Moi, je peux pas confirmer ou infirmer ce que tu dis là, parce qu'il faudrait que je me replonge dans les bouquins pour savoir. Parce qu'il y a certaines... Temporellement, ça passe pas. Céline est passée là, gamin, Miphos était pas né. Quand on écrit... Oui, ouais. Attends. Oui, si, tout à fait. Ouais. Et je suis même pas sûr que Céline ait vu les bâtiments inversés, à vrai dire. Si, il dit à Classis qu'il a vu Azilise dans les laboratoires, et il a rendu visite à son père s'alarme est là, donc il y a probablement quelque chose qui se passe là. D'ailleurs, c'est assez étrange que le quadrilla de Death s'alarme soit dans les bâtiments inversés. Il faudrait que je vérifie ça, parce qu'il y a quelque chose qui me titille là-dedans. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, il y a des choses aussi, parce que quand tu écris les éléments, tu penses tous les trucs en amont, en tant qu'auteur, mais il y a très vite, tu les oublies. Une fois qu'ils sont écrits, moi je suis le spécialiste de ça. Je suis le pire connaisseur de... Tu les as pris en note quelque part au moins ? Non, tu ne les retrouveras pas. Ou alors je les ai cachés, et la totalité des énigmes mène à ce travail peut-être. Le fameux trésor de la baronnie. Le fameux trésor. T'as amené l'appel ? Évidemment. Il est où le chêne ? Moi, je suis surtout dégoûté parce que je vais devoir me farder des arbres généalogiques de bourgeois. moi, ça me fait penser à dans Tintin, tu sais, l'énigme de Rackham le Rouge, ils vont faire le tour du monde pour découvrir qu'en fait le trésor il était juste sous leur nez, tu vois. Clair. Dans le globe terrestre qui est là. Mais c'est le cas dans la plupart des voyages initiatiques. Ouais. Ou du moins dans beaucoup. Peut-être pas la plupart, mais... Il était dans ton cœur depuis le début. Apprends à voir ce qu'il y a sous tes yeux, Garrick, voyons.
Allez, merci à vous d'avoir présenté ces théories. Il y en aura d'autres, certainement. Moi, j'aurai un sujet de podcast après à vous soumettre, si on a la pêche pour continuer. Juste un mot, Vincent. et pour soutenir ce que disait Fabien, je donne des petits devoirs à tout le monde. Allez chercher ce que signifie l'acronyme vitriol. Et Rome, je t'engage vivement à le faire. Oui, j'ai entendu ça, le vitriol. J'ai fait genre, je sais de quoi tu parles, mais je savais pas exactement de quoi tu parlais. Donc, d'accord, je suis ce conseil. Très bien, merci à tous. Portez-vous bien. Salut. Et surtout, jouez bien. Salut.